Le pare-choc chromé du Cadillac Escalade noire luisait sous le soleil impitoyable de Chicago, telle une promesse d'acier. Pour Cindy Matthews, ce n'était pas un symbole de luxe, mais un miroir salvateur. Et, à cet instant précis, elle en avait désespérément besoin. Son entretien chez Romanos, le restaurant italien le plus prisé du Gold Coast de Chicago, devait commencer dans exactement 4 minutes. 4 minutes pour se métamorphoser, passant d'une serveuse fauchée, dont la vie ne tenait qu'à des épingles à nourrice et des prières ardentes, à une personne qui semblait, ne serait-ce que de loin, employable. Elle s'accroupit près de la fenêtre passager, ses doigts s'agitant frénétiquement à l'intérieur de sa blouse blanche froissée. Le décolleté de son soutien-gorge n'avait cessé de glisser depuis le matin, et l'épingle à nourrice qu'elle avait bricolée comme solution temporaire avait fini par céder à la gravité, abandonnant la bataille. « Allez, allez !» murmura-t-elle entre des dents serrées, se contorsionnant dans une position qui aurait fait pâlir un gymnaste. « Tiens bon juste 2 heures. 2 heures. Et après tu pourras t'écrouler autant que tu veux. » À l'intérieur de l'escalade, Romeo Moretti observait la scène avec des yeux sombres et perçants, ne laissant rien lui échapper. Il était garé là depuis 20 minutes, attendant que son cousin Marco termine de collecter l'argent de la protection auprès de la bijouterie d'en face. Une routine habituelle de mardi, ennuyeuse, banale, mais nécessaire. Ses doigts tambourinaient sur le volant en cuir, tandis qu'il surveillait la rue à travers des vitres teintées qui lui permettaient de tout voir sans rien révéler. Mais cette femme blonde qui utilisait son véhicule à 180 000 $, 180 000, comme dressing personnel, voilà une distraction inattendue. Ses genoux étaient émaculés de terre, une maille filait de sa cheville à sa cuisse. Ses chaussures éraflées avaient connu des jours meilleurs depuis des décennies, et elle se parlait avec l'énergie frénétique de quelqu'un dont le dernier nerf avait fait ses valises et déserté la ville. Roméo s'adossa, un léger sourire aux lèvres. Dans son monde, un univers de sang, d'argent et de calculs minutieux, les moments authentiques étaient rares. Tout était transaction, jeu de pouvoir, pion déplacé sur un échiquier. Mais cette femme, elle était le chaos pur, sans filtre. « Bon, le rouge à lèvres, » dit-elle à son reflet, sortant un tube presque vide qui semblait avoir survécu à une guerre. « Tu peux le faire, Cindy. Et l'air professionnel, l'air de quelqu'un qui sait quelle fourchette utiliser. Et l'air de ne pas avoir dépensé tes 7 derniers $, 7, en tickets de bus. » Elle appliqua le rouge à lèvres d'une main tremblante, l'estompa légèrement, essuya le coin avec son petit doigt, puis sourit à son reflet avec une espérance désespérée. C'est alors que son visage se figea d'horreur, coincé entre ses 2 dents de devant, aussi visible qu'une enseigne lumineuse, trônait un énorme morceau d'épinard. « Oh, vous vous moquez de moi !» Sa voix se brisa d'incrédulité. « L'univers ! Sérieusement ! Sérieusement !» Le sourire de Roméo s'élargit. Il aurait dû détourner le regard, la laisser à son humiliation privée, se concentrer sur son travail. Mais quelque chose chez elle, le feu dans ses yeux verts, même quand tout s'écroulait, sa manière de refuser d'abandonner, même quand le monde semblait vouloir la terrasser, retenait son attention. Elle griffa sa bouche, faisant des grimaces allant de la constipation à la possession, son doigt creusant entre ses dents sans grâce et avec un maximum de désespoir. « Sors! Sors !» siffla-t-elle à l'épinard, comme si c'était un ennemi personnel. Le doigt de Roméo hésitait au-dessus du bouton de la vitre. C'était une terrible idée. Il avait des règles. Ne pas s'immiscer dans la vie des civils, ne pas briser le 4e mur de sa vie méticuleusement construite, ne laisser personne voir derrière le masque. Mais ces règles lui semblaient soudain négociables. Il pressa le bouton. La vitre descendit avec un doux ronronnement mécanique, tel le bruit du destin qui s'enclenchait. Cindy se figea en pleine excavation dentaire, un doigt toujours coincé dans sa bouche, les yeux écarquillés comme des soucoupes, alors qu'elle se retrouvait face à l'homme le plus terrifiant et le plus beau qu'elle ait jamais vu. Une mâchoire acérée qui aurait pu couper du verre, des yeux comme le café noir de minuit, sombres, intenses, insondables. Une cicatrice traversait son sourcil gauche, lui conférant un air dangereux qui envoyait des signaux d'alerte hurlants à travers son système nerveux. Ses cheveux foncés étaient parfaitement coiffés, et il portait un costume qui coûtait probablement plus cher que tout ce qu'elle possédait, y compris le collier de fausses perles de sa grand-mère. « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu !» Besoin d'aide avec ça? Sa voix était douce, sombre, riche comme un whisky coûteux. Ou devrais-je appeler un professionnel dentaire? Peut-être un exorciste?
Le cerveau de Cindy lança un ordre limpide. « Cours !» Ses jambes, ivres d'humiliation et de choc, l'ignorèrent complètement. Elle retira lentement son doigt de sa bouche. Toujours pas d'épinards, le salaud s'accrochait pour la vie, et l'essuya sur son pantalon déjà ruiné. Un geste qu'elle regretta immédiatement, car elle avait l'air dégoûtante et impolie. Elle leva le menton, cherchant sa dignité au fond d'un baril vide. « Si vous trouvez mon amour-propre quelque part par ici, faites-le-moi savoir, » dit-elle, sa voix à peine étranglée. Je crois que je l'ai fait tomber entre le dysfonctionnement du soutien-gorge et la chirurgie d'extraction végétale. Le coin de sa bouche tressaillit. Pas un sourire, mais quelque chose s'apparentant à une émotion humaine vacilla sur ses yeux dangereux. « La fenêtre était juste là, » poursuivit Cindy, les mots dévalant comme une digue brisée. « Toute brillante et réfléchissante, me juge. Il fallait que je règle les choses. Il fallait que... » Elle se fit un geste vague à elle-même. « Que j'essaie d'avoir l'air d'un être humain fonctionnel. Ainsi, votre solution était de séduire ma voiture avec des ajustements de lingerie et du rouge à lèvres. » Un sourcil sombre s'arqua d'amusement. « C'était un accident. Normalement, je ne fais pas de striptease pour des véhicules de luxe au hasard. » Elle marqua une pause, son cerveau rattrapant sa bouche. « Enfin, pas le mardi en tout cas. Les mardis sont mes jours dignes. Manifestement, ça se passe bien avec dignité. » Cette fois, il sourit. Cela transforma tout son visage, adoucissant ses traits durs, le faisant paraître moins menaçant et plus comme un homme qui comprenait l'absurdité de la vie. Mais quelque chose dans ce sourire lui donna aussi un frisson. Pas de la peur, exactement, mais une forme de reconnaissance. Cet homme était dangereux d'une manière que son cerveau accablé et désespéré ne pouvait même pas concevoir. On dirait une affaire de miroir brisé, de mauvais légumes et de synchronisation catastrophique, dit-il, se penchant légèrement vers la fenêtre. Son parfum la frappa, cher, subtil, avec des notes de cèdre et quelque chose de plus sombre qu'elle ne put nommer. « L'univers a une vendetta personnelle contre moi, » murmura Cindy, puis vérifia son téléphone. Son cœur s'arrêta. « Oh, douce mère de... Je suis en retard. J'ai un entretien d'embauche, un entretien sérieux, qui change la vie. S'il vous plaît, mon Dieu, laissez-moi me permettre de manger des ramen et de payer mon loyer. » Elle regarda le bâtiment derrière lui, Romanos, avec son élégant auvent et son service de voiturier. « Alors, vous feriez mieux d'aller faire bonne impression, » dit-il, ses yeux suivant son visage avec une intensité troublante. « Bien que je doive avouer, si vous apportez la moitié de la valeur de divertissement là-dedans que vous avez fournie ici, vous voudrez peut-être demander une augmentation avant même de commencer. » Le visage de Cindy s'empourpra. « C'est ça. Oui, je vais juste aller me ridiculiser professionnellement maintenant, au lieu de le faire de façon récréative. » Elle se tourna pour partir, puis se retourna, le pointant du doigt avec son téléphone. « Et vous, monsieur qui possédez sa propre voiture de luxe, bonne chance pour votre je ne sais quoi de dangereux et cher que vous faites. Essayez de ne pas écraser de femmes désespérées avec des problèmes d'épinards. » Le sourire de Roméo s'élargit en quelque chose de sincèrement amusé. « Je ferai de mon mieux. Bonne chance, mademoiselle. »« Catastrophe. Je m'appelle mademoiselle Catastrophe, » répondit-elle en reculant. « Également connue sous le nom de Cindy. Cindy Matthews, la fille qui vient d'utiliser votre voiture comme miroir et va maintenant mourir de honte. Ravi de vous avoir rencontré avant ma mort. »« Roméo, » dit-il simplement. « Roméo Moretti. » Quelque chose dans la façon dont il prononça son nom rendit l'air plus lourd, comme si cela avait un sens, comme si cela devait avoir un sens. Mais Cindy n'eut pas le temps d'analyser le léger tressaillement qu'elle ressentit au creux de son ventre, ou la façon dont ses yeux semblaient la suivre tel un contact physique. Elle se retourna et se dirigea d'un pas rapide vers Romanos, son talon cassé claquant de façon inégale sur le trottoir, son cœur martelant ses côtes. Derrière elle, Roméo la regarda jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière les portes ornées d'or du restaurant. « Roméo !» La voix de Marco crépita dans le Bluetooth de la voiture, forçant Roméo à détourner le regard. « C'est fini ici. Colis sécurisé. Où es-tu ?»« Toujours sur place. » répondit Roméo, ses yeux dérivant vers l'entrée du restaurant. « J'ai eu un retard inattendu. »« Quel genre de retard ?» Roméo fit glisser le levier de vitesse sur « Drive », s'éloignant du trottoir, mais son esprit n'était plus sur le travail. « Du genre intéressant », murmura-t-il. Ce que Roméo ne dit pas, c'est qu'il était le propriétaire de Romanos. Il l'avait acquis il y a trois ans, comme paiement d'un débiteur aux prises avec de mauvaises décisions. Le restaurant était une façade légitime pour des opérations moins légitimes, mais il générait réellement des bénéfices. Et dans environ 5 minutes,
La femme qui venait d'utiliser sa voiture comme miroir allait se présenter à un entretien pour un poste de serveuse, un entretien qu'il mènerait personnellement, car l'univers, semblait-il, avait le sens de l'humour, après tout. Roméo gara sa voiture dans le garage privé sous Romanos, son esprit déjà en train d'analyser les données. Il aurait dû laisser son responsable gérer l'entretien. Il aurait dû rester dans l'ombre, là où il devait être. Il aurait dû oublier les yeux verts, les dents tachées d'épinards et l'authenticité brute, si rare dans son monde. Il aurait dû. Mais Romeo Moretti avait bâti un empire en sachant quand enfreindre ses propres règles. Son téléphone vibra. Un message de son bras droit, Vincent. Réunion ce soir. La famille Calibrasi fait des mouvements. Nous devons réagir. Roméo répondit « J'y serai ». 21h, 21h100. Puis, il rangea son téléphone, ajusta sa cravate et se dirigea vers l'ascenseur privé du restaurant. Cindy Matthews ignorait que l'homme derrière la vitre était sur le point de devenir la complication la plus dangereuse de sa vie. Et Roméo. Roméo était loin de se douter que la serveuse fauchée, arborant des épinards entre les dents, s'apprêtait à devenir son salut. Cindy fit irruption dans le vestibule orné du Romanos, comme si elle fuyait une scène de crime. Son souffle haletait, son maquillage était probablement complètement ruiné, et sa bretelle de soutien-gorge avait finalement conquis sa liberté totale, en glissant jusqu'à son coude, glissé à l'intérieur de son chemisier. L'hôtesse, une femme grande et élégante, vêtue d'une robe noire dont le prix excédait l'ensemble de la garde-robe de Cindy, leva les yeux avec un sourire poli qui dissimulait à peine son jugement. « Puis-je vous aider ?» Son ton laissait entendre qu'aider était bien la dernière chose qu'elle souhaitait faire. « Pour un entretien », haleta Cindy, s'efforçant de remettre discrètement sa bretelle tout en maintenant le contact visuel. « J'ai un entretien à 14h pour le poste de serveuse. Cindy Matthews. Je sais que je suis en retard. Je suis vraiment désolé. Il y a eu un incident avec une voiture et des épinards. » Elle se força à cesser ses divagations. « Je suis ici maintenant. » L'expression de l'hôtesse ne changea pas, mais quelque chose vacilla dans son regard. De la pitié, peut-être, ou une gêne contagieuse. « Bien sûr, Monsieur Moretti vous attend. » Le cerveau de Cindy s'arrêta net. « Je vous demande pardon. Qui ?»« Monsieur Moretti, le propriétaire. Il mène les entretiens en personne aujourd'hui. » Elle désigna un couloir. La deuxième porte à gauche. Essayez de ne pas le faire attendre plus longtemps. Le sang quitta le visage de Cindy. Moretti. Roméo Moretti. Le type de la fenêtre de voiture était Roméo Moretti, propriétaire des Romanos. L'homme pour qui elle venait d'exécuter un striptease involontaire allait l'interviewer. « Oh, vous ne pouvez pas. » Cindy se reprit. « Merci, je vais simplement aller mourir tranquillement dans son bureau maintenant. » Elle s'engagea dans le couloir, les jambes chancelantes, chaque pas s'apparentant à une marche vers l'échafaud. Le restaurant était magnifique, tout d'acajou riche, de lumière tamisée et de ce silence onéreux que seule la fortune peut offrir. Une musique classique s'échappait discrètement des haut-parleurs dissimulés. L'arôme du pain frais et des herbes flottait dans l'air. C'était le genre d'endroit où les dettes étudiantes de Cindy venaient la narguer. Elle s'arrêta devant la deuxième porte, leva la main pour frapper, puis hésita. Fuir. Elle pouvait encore fuir. Il y avait d'autres restaurants, d'autres emplois, d'autres moyens d'éviter de mourir d'humiliation, mais son compte en banque ne contenait que $3,47, 3,47. Son loyer était dû dans 5 jours. Sa colocataire avait déjà menacé de changer les serrures. Elle frappa. « Entrez !» Cette même voix grave et suave, celle de l'homme de la voiture. Cindy poussa la porte et pénétra dans un bureau qui semblait tout droit sorti d'un film de gangster. Mobilier en cuir, bureau en bois sombre, fenêtres allant du sol au plafond, donnant sur Michigan Avenue. Et derrière ce bureau, arborant un léger sourire en coin qui devrait être illégal, était assis Roméo Moretti. Il paraissait encore plus dangereux à l'intérieur. L'éclairage du bureau accentuait les angles saillants de son visage, l'intensité de ses yeux couleur de nuit, la puissance contenue dans sa posture, tel un prédateur feignant la civilité. « Mademoiselle Matthews, » dit-il en désignant la chaise en face de lui. « Asseyez-vous, je vous prie. Nous avons déjà établi votre talent pour les entrées remarquées. » Le visage de Cindy rougit à en faire cuire des pâtes. « Écoutez, à propos de dehors. L'ajustement de la bretelle, l'extraction de l'épinard, l'utilisation de mon véhicule comme votre miroir personnel. » Il se pencha en arrière dans son fauteuil, les doigts croisés. « Tout cela fait partie de votre stratégie d'entretien, je suppose. Très mémorable. Non conventionnelle, mais mémorable. Je ne savais pas que c'était votre voiture, lâcha-t-elle. Je ne savais pas que vous possédiez cet endroit. Je ne savais pas. » Elle s'arrêta, reprenant son souffle.
Je suis désolé, c'était peu professionnel. Tout ça, je peux partir si vous voulez. Asseyez-vous, Cindy. Quelque chose dans la manière dont il prononça son nom, avec cette nuance de commandement, fit plier ses jambes automatiquement pour s'asseoir. Il souleva un CV de son bureau. Son CV, celui qu'elle avait imprimé à la bibliothèque parce que son imprimante était tombée en panne 6 mois auparavant et avait rejoint la liste des choses qu'elle ne pouvait se permettre de remplacer. Cindy Matthews, lut-il à voix haute. 24 ans, diplôme d'associé en hôtellerie d'un collège communautaire, 3 ans d'expérience chez Denny's, 2 ans dans un diner à Pilsen qui a depuis fermé, et 6 mois dans un bar à cocktails à Wicker Park. Il releva les yeux. Vous bougez beaucoup. Les entreprises continuent à fermer, dit Cindy, menton relevé. Il s'avère que je porte la poisse. Chaque endroit où je travaille finit par faire faillite. Donc, si vous êtes superstitieux, vous devriez probablement engager quelqu'un d'autre. Ou bien vous êtes simplement doué pour choisir des établissements moribonds. Ses yeux ne la quittèrent pas. Pourquoi Romanos? Parce qu'il n'est pas moribond, parce qu'il est prospère, parce que j'en ai assez de travailler dans des endroits qui ne peuvent pas payer leurs employés. Elle marqua une pause. Et parce que je suis désespéré. Je suis à 3 semaines d'être sans abri. Ma voiture est tombée en panne et mon dernier emploi m'a licencié quand ils ont restructuré, ce qui est un euphémisme de PDG pour dire « Nous sommes fauchés, mais nous ne l'admettrons pas ». L'expression de Roméo ne changea pas, mais quelque chose se modifia dans ses yeux. Honnêteté, c'est rare. Je suis trop fatigué pour mentir. Cindy s'affaissa légèrement dans la chaise. Écoutez, je suis une bonne serveuse. Je travaille dur, je ne vole pas. Je ne me porte pas malade à moins d'être réellement mourante. Et je peux porter 6 assiettes à la fois sans en faire tomber une seule. Je ne suis pas sophistiqué. Je ne connais pas les accords mets et vins, et je ne peux probablement pas prononcer la moitié des plats de votre menu. Mais je suis présente, je fais le travail, et je donne au client le sentiment qu'il compte, même avec des épinards entre les dents. Elle ne put s'empêcher de rire, d'un vrai rire épuisé. Surtout avec des épinards entre les dents, ça me rend accessible. Roméo sourit, vraiment sourit. Pas le sourire en coin, mais quelque chose d'authentique. Dites-moi, Cindy, que feriez-vous si un client renvoyait une bouteille de vin à $200, 200, parce qu'elle ne lui convenait pas tout à fait? Je m'excuserais, je leur demanderais ce qu'ils recherchent, et je leur apporterais quelque chose de mieux. Ensuite, je boirais la bouteille renvoyée dans la salle de pause, en me demandant comment les gens peuvent gaspiller $200, 200, pour du jus de raisin. Et si un client était impoli avec vous? Je sourirais, resterais professionnel, et j'imaginerais qu'il trébuche en sortant. Elle marqua une pause. Mais je l'imaginerais seulement. Je ne le ferais pas vraiment trébucher, probablement. Ça dépendrait de son impolitesse. Roméo se leva et contourna le bureau. Il se déplaçait comme de l'eau, fluide, maîtrisé. Il s'appuya contre le bord du bureau, plus proche maintenant, et Cindy sentit à nouveau ce parfum de cèdre mêlé à autre chose. Du danger peut-être, ou juste un Cologne très cher. Ce restaurant n'est pas comme vos emplois précédents, dit-il doucement. La clientèle est exigeante, des personnes influentes, des gens qui attendent de la discrétion. Je peux être discrète. Le pouvez-vous? Ses yeux se rivèrent aux siens. Si vous voyez quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui n'avait pas de sens, pourriez-vous l'oublier? Quelque chose de froid rampa le long de l'échine de Cindy. La question semblait chargée, lourde de signification qu'elle ne pouvait saisir. Je suis douée pour m'occuper de mes affaires, dit-elle prudemment. J'ai travaillé dans suffisamment de quartiers difficiles pour savoir que parfois, la meilleure chose à voir, c'est rien du tout. Roméo l'étudia un long moment, puis il hocha la tête, retournant à sa chaise. Vous commencez lundi à 17h. 17h. Ne soyez pas en retard. Cindy cligna des yeux. Attendez quoi? Je suis embauchée? À moins que vous n'ayez changé d'avis. Non, non, je viens de... Elle se leva rapidement, puis se rappela sa position. Merci, vraiment, merci, monsieur Moretti. Roméo, Roméo, répéta-t-elle. Et le nom lui sembla étrange sur la langue, intime, d'une certaine manière. Encore une chose. Il sortit une carte d'un tiroir de son bureau et la lui tendit. Mon numéro personnel. Si vous avez des problèmes avec des clients, avec le personnel, avec quoi que ce soit, vous m'appelez directement. Cindy prit la carte, ses doigts frôlant les siens. Une étincelle électrique lui parcourut le bras. « Pourquoi » demanda-t-elle. « Pourquoi me donner votre numéro personnel ?» Les yeux de Roméo s'assombrirent. « Disons simplement que j'ai le sentiment que vous allez être intéressante à avoir autour de vous. » Cindy quitta le bureau, hébétée, la carte brûlant dans sa poche comme un secret. Elle atteignit la rue avant de laisser échapper un rire haletant d'incrédulité. Elle avait un emploi.
Elle allait pouvoir payer son loyer. Elle n'allait pas devenir sans abri. Et son nouveau patron était l'homme le plus dangereusement attirant qu'elle ait jamais rencontré, qui, pour une raison inexplicable, semblait intéressé. Ce qu'elle ne vit pas, c'est Roméo, la regardant de la fenêtre, son expression indéchiffrable. Son téléphone vibra. Vincent, encore. La réunion de la Calibrasie. Ils veulent discuter du territoire. Ça risque de dégénérer. Roméo répondit par message texte. Qu'il en soit ainsi. Je gérerai la situation. Mais ses yeux restaient indéfixés sur la silhouette de Cindy qui s'éloignait. Il avait enfreint sa règle cardinale. Ne jamais s'impliquer personnellement avec des employés. Ne jamais brouiller les lignes entre les affaires. Et, quoi que ce fût, cela. Mais Roméo Moretti n'avait pas bâti un empire en suivant les règles. Il l'avait construit en sachant quand les transgresser. Et quelque chose lui disait que Cindy Matthews valait la peine de briser chacune de ces règles. Ce qu'il ignorait encore, c'est qu'elle allait devenir sa plus grande faiblesse. Et dans son monde, la faiblesse menait à la mort. Le lundi arriva, avec cette humidité qui donnait l'impression que Chicago transpirait à travers son costume onéreux. Cindy se tenait devant le Romanos à 16h45, 16h45, soit 15 minutes d'avance, car le besoin lui avait appris que la ponctualité était la seule monnaie qu'elle pourrait toujours se permettre. Elle portait un pantalon noir trouvé chez Goodwill avec une seule petite tache à peine visible, et une chemise blanche qu'elle avait repassée 3 fois jusqu'à ce qu'elle paraisse presque neuve. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval nette, pas d'épinards entre les dents. Elle avait vérifié 17 fois. L'entrée de service, par où le personnel entrait, se trouvait au bout d'une allée qui sentait la poubelle chère, si tant est qu'une telle chose puisse exister. Un homme imposant en costume sombre se tenait près de la porte, les bras croisés, le visage inexpressif. « Entrée du personnel » demanda Cindy, hésitante. Il la toisa de ses yeux froids. « Non, Cindy Matthews, nouvelle serveuse. Je commence aujourd'hui. » Il sortit son téléphone, vérifia un détail, puis hocha la tête et ouvrit la porte. Au bout du couloir, deuxième à gauche, demandait Maria. Le couloir intérieur ne ressemblait en rien à l'élégant devant du restaurant. Sols en béton, éclairage fluorescent, le bourdonnement industriel des équipements de cuisine. Ça sentait l'ail, le pain frais et autre chose, la fumée de cigarettes et le parfum. Cindy trouva la salle du personnel et frappa. « Entrez !» dit une voix féminine, chaleureuse et teintée d'un accent italien. Maria apparut, une femme rondelette et de petite taille, la cinquantaine, des yeux bienveillants et une fleur ornant son tablier. Elle toisa Cindy, affichant un sourire. « Ah, c'est toi la nouvelle, l'embauche de Roméo. Viens, viens, je vais te montrer comment ça marche. » « L'embauche de Roméo, » répéta Cindy, la suivant. Maria lui lança un regard complice. « D'habitude, il ne s'occupe pas lui-même des entretiens d'embauche pour les serveuses, c'est ma tâche. Mais il a expressément demandé à te rencontrer. » Elle tendit à Cindy un tablier et un badge nominatif. « Tu as dû faire forte impression. »« Si seulement vous saviez, » pensa Cindy en nouant son tablier. L'heure qui suivit fut un tourbillon de formation. Maria lui fit découvrir le système de numérotation des tables, le logiciel de caisse, une carte des vins qui semblait rédigée dans une langue étrangère, et la présenta au reste du personnel. Il y avait Tony, le chef cuisinier, un homme imposant aux bras couverts de tatouages, doté d'une voix étonnamment douce. Marco, le barman, aux yeux sombres identiques à ceux de Roméo, se présentant comme son cousin, et plusieurs autres serveuses qui jaugeaient Cindy avec des expressions allant de l'amicale à la profondément suspicieuse. « Ne fais pas attention à elles, » chuchota Maria. « Elles sont juste protectrices. Cet endroit, c'est la famille. » La manière dont elle prononçait « famille » lui conférait une signification bien plus profonde qu'un simple mot. À 17h30, le restaurant commença à se remplir. Cindy fut assignée à suivre Angela, une serveuse grande et brune aux yeux vifs et aux talons encore plus aiguisés, qui signifiait, par son seul langage corporel, que la présence de Cindy était une gêne. « Contente-toi d'observer et d'apprendre, » dit Angela froidement. « Ne touche à rien. Ne parle pas aux clients. Ne nous fais pas honte. » Cindy ravala sa réplique et emboîta le pas. La salle à manger était encore plus superbe la nuit. Des lumières tamisées teintaient des tout d'or. Des couples élégamment vêtus occupaient des tables intimes. Le doux tintement de l'argenterie de prix sur la vaisselle raffinée créait un rythme. Tout était parfait jusqu'à 19h. Cindy observait Angela servir des boissons quand elle les remarqua. 4 hommes en costume sombre pénétrant par l'entrée principale, mais sans attendre l'hôtesse. Ils traversèrent la salle à manger sans ciller, se dirigeant vers l'arrière.
L'hôtesse ne les arrêta pas. L'un d'eux était Roméo, un autre était Marco, le cousin barman. Les deux autres étaient des inconnus, plus âgés, plus endurcis, leurs visages marqués par l'expérience, et pire encore. Ils disparurent par une porte marquée « Privé » que Cindy n'avait pas remarquée auparavant. « Ne fixe pas » siffla Angela, agrippant le bras de Cindy. « Règle numéro 1, tu ne vois rien, compris ? Je n'ai rien vu, si fait. Ne » La prise d'Angela se resserra. « Certaines choses ici ne te concernent pas. Garde cela à l'esprit si tu veux conserver ton emploi. » Cindy acquiesça, le cœur battant à tout rompre. Pendant l'heure qui suivit, elle tenta de se concentrer sur l'apprentissage des numéros de table et la manière de tenir correctement une bouteille de vin. Mais son attention ne cessait de dériver vers cette porte dérobée. À 20h15, des voix s'élevèrent derrière la porte, résonnant dans le restaurant. L'établissement entier sembla se crisper. Les serveuses s'activaient avec une nervosité perceptible. Tony sortit de la cuisine, se frottant les mains, l'expression sombre. Marco apparut derrière le bar, ne préparant plus de boisson, se contentant de fixer la porte avec une tension palpable. Puis, elle s'ouvrit. Les deux étrangers émergèrent les premiers, leurs visages rougis de colère. L'un d'eux tenait sa main, et Cindy aperçut du sang entre ses doigts. « Vous le regretterez, Moretti », hurla le blessé. « La famille Calibrasi n'oublie jamais. » Roméo apparut dans l'embrasure, parfaitement calme, pas un cheveu de travers, mais quelque chose dans son regard fit froid dans le dos à Cindy. Ce n'était plus l'homme amusé de la voiture. Ce n'était même pas le professionnel patron de l'entretien, c'était quelqu'un d'autre, une facette dissimulée. « Dites à votre chef », déclara Roméo, sa voix basse, mais portant à travers le restaurant désormais silencieux, que Chicago a des règles, il les a enfreintes. Ceci était son avertissement. La prochaine fois, ce ne sera pas seulement sa main qui saignera. Les hommes s'en allèrent, et lentement, il paraissait impossible que le restaurant ait pu reprendre ses activités normales. Les clients reprirent leur repas comme si de rien n'était, comme s'ils n'avaient pas été témoins d'une menace prononcée avec un calme terrifiant. « La table 6 a besoin d'eau », dit Angela à Cindy, sa voix légèrement tremblante. « Vas-y tout de suite. » Cindy saisit une carafe d'une main engourdie et s'approcha de la table 6, où un couple âgé lui sourit gentiment, comme si le monde n'avait pas basculé sur ses fondements. Elle remplit leur verre, l'esprit chamboulé. Quel genre de restaurant était-ce? Qu'avait-elle vu? Et dans quoi s'était-elle fourrée, par l'amour du ciel? À 22h, son service prenait fin. Cindy quitta son uniforme dans la salle du personnel, ses mains tremblant encore légèrement. Elle saisit son sac et se dirigea vers la sortie de derrière. « Cindy !» elle fit volte-face. Roméo se tenait dans le couloir, sa veste enlevée, ses manches retroussées, l'air d'avoir terminé une longue journée d'affaires parfaitement légale et ordinaire. « Monsieur Moretti ?» ?»« Roméo, je partais justement. Marche avec moi. » Ce n'était pas une question, ils traversèrent le couloir en silence. Roméo ouvrit une porte qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Son bureau, différent de la salle d'entretien, plus petit, plus personnel. Un bureau maculé de papier, un coffre-fort dans l'angle, des photos au mur, des photos de famille. Elle réalisa que Roméo enfant posait avec une femme qui devait être sa mère. Roméo avec un groupe d'hommes en costume, tous souriants, tous d'apparence dangereuse. « Assieds-toi » dit-il. Cindy s'assit. Roméo versa 2 verres de whisky d'une carafe en cristal et lui en tendit un. Elle le prit, refuser lui semblant une mauvaise idée. « Tu as vu quelque chose ce soir » déclara-t-il. Nullement une question, mais une affirmation. « Je n'ai rien vu. » Le mensonge sortit automatiquement. « Cindy » Il s'assit sur le bord de son bureau, assez proche pour qu'elle puisse distinguer les légères contusions sur ses phalanges. « N'insulte pas mon intelligence. Tu as vu. La question est, qu'est-ce que tu vas faire ?» Sa gorge se serra. « J'ai besoin de ce travail. » Ce n'est pas une réponse. Elle croisa son regard. « Alors, voici une réponse. Je ne sais pas ce que j'ai vu. Je ne sais pas ce qu'est réellement cet endroit. Et je suis assez intelligente pour savoir que poser des questions est probablement une bonne façon de finir en sang comme la main de cet homme. » L'expression de Roméo ne changea pas, mais quelque chose scintilla dans ses yeux. De l'approbation, peut-être. « Tu as raison, les questions sont dangereuses. » Il but une gorgée de son whisky. « Mais tu es déjà impliquée maintenant, Cindy. Au moment où je t'ai embauchée, au moment où tu as franchi cette porte, au moment où tu as vu ce que tu as vu. Je peux démissionner. » Sa voix était à peine un murmure. « Tu pourrais, » dit-il en posant son verre, « mais tu ne le feras pas parce que tu as besoin de l'argent, parce que tu es à 3 semaines de l'itinérance, tu te souviens, et parce que... » Il se pencha légèrement. « Tu es curieuse, je le vois dans tes yeux. Tu veux comprendre ?»
Il avait raison, Dieu merci, il avait raison. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Demanda-t-elle. Vraiment? Roméo sourit, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. C'est un restaurant, un excellent restaurant. C'est tout ce que tu as besoin de savoir pour l'instant. Et les hommes, le sang, les menaces? Des litiges commerciaux, ça arrive. Il se leva, se dirigea vers la fenêtre donnant sur la ruelle. Chicago a plusieurs visages, Cindy. Celui que les touristes voient, l'architecture, le lac, la deep dish pizza, et celui d'en dessous, celui qui fonctionne selon des règles différentes. Les règles de la mafia, souffla Cindy, le mot lui semblant étranger sur la langue. Roméo se tourna pour la regarder, et un instant, elle vit quelque chose de vulnérable traverser son visage. Puis, cela disparut, remplacé par ce masque contrôlé. C'est un mot dangereux, mais ai-je tort? Il s'approcha d'elle, se tenant assez près pour qu'elle doive lever la tête pour rencontrer son regard. « Écoute très attentivement, dit-il doucement. Tu as deux options. Tu peux sortir par cette porte tout de suite. Je te paierai pour ce soir, te donnerai une référence, et tu n'entendras plus jamais parler de moi. Ou tu restes. Tu travailles ici, tu fais ton travail. Tu gardes les yeux baissés et la bouche fermée sur les choses qui ne te concernent pas. Et en retour, tu seras protégé, bien payé, en sécurité. En sécurité de quoi? Sa mâchoire se crispa. De tout, de tous, parce que tu es à moi maintenant, Cindy. Tu travailles pour moi, et je protège ce qui m'appartient. La possessivité dans sa voix aurait dû lui faire peur. Au lieu de cela, un frisson lui parcourut l'échine pour des raisons entièrement différentes. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, parvint-elle à dire. Tu as jusqu'à demain. » Il lui tendit une enveloppe. La paie de ce soir, plus un bonus. Considère cela comme une prime à la signature. Cindy l'ouvrit. 50 ans, $50 pour 4 heures de travail. Roméo, c'est trop. C'est exactement ce que tu vaux. Ses doigts effleurèrent les siens alors qu'il refermait sa main sur l'enveloppe. Demain, Cindy, choisis. Elle partit en état de choc, l'enveloppe lourde dans son sac, ses paroles pesant lourdement dans son esprit. Dehors, la nuit de Chicago était fraîche sur sa peau rougie. Elle se dirigea vers l'arrêt de bus, son esprit en ébullition. Elle devrait fuir, devrait prendre l'argent et disparaître. Une voiture s'arrêta à côté d'elle, l'escalade. La vitre s'abaissa. Roméo la regarda depuis le siège conducteur. « Monte, je te ramène à la maison. Je peux prendre le bus. »« Monte, Cindy. » Elle monta. Ils roulèrent en silence à travers la ville scintillante. Cindy lui donna son adresse. Un immeuble d'appartements délabré à Pilson, qui semblait pire la nuit que le jour. Une fois arrivé, Roméo ne déverrouilla pas immédiatement les portes. « Tu devrais savoir, » dit-il doucement, fixant l'avant. « Une fois que tu es dedans, vraiment dedans, il n'y a pas de sortie facile. Tu essaies de me faire peur? J'essaie d'être honnête. » Il se tourna pour la regarder. « Parce que je ne veux pas que tu choisisses cela et que tu le regrettes ensuite. Je ne veux pas quoi? Je ne veux pas être la raison pour laquelle tu te blesses. » La vulnérabilité dans sa voix brisa quelque chose dans la poitrine de Cindy. « Pourquoi t'en soucies-tu » murmura-t-elle. « Tu ne me connais même pas. » Roméo tendit la main, replaça une mèche de cheveux derrière son oreille. Le geste était si doux, si en contradiction avec tout le reste chez lui. « C'est le problème, » dit-il. « Je le veux. » Puis il déverrouilla la porte. Cindy sortit sur des jambes chancelantes. « Demain, » lui rappela Roméo. Elle hocha la tête et se dirigea vers son immeuble sans se retourner. À l'intérieur de son petit appartement, elle compta l'argent à nouveau. 500 $. Assez pour le loyer, assez pour se nourrir, assez pour ne plus se noyer pendant un petit moment. Mais cela avait un prix. Roméo Moretti n'était pas seulement un patron, il était autre chose. Une force dangereuse, un signal clair l'enjoignant à fuir. Alors, pourquoi son choix était-il déjà évident? Pourquoi savait-elle déjà qu'elle resterait? Le soir suivant, Cindy franchit à nouveau les portes du Romanos. Sa décision prise, le cœur empli d'une terreur glaciale. Elle découvrit Roméo dans son bureau, enseveli sous une montagne de papier, affichant l'image parfaite de l'homme d'affaires légitime, à l'exception notable de l'arme qu'elle apercevait désormais, logée dans un étui d'épaule dissimulé sous sa veste. « Je reste », annonça-t-elle depuis l'embrasure de la porte. Roméo leva les yeux, son regard sombre sondant son visage. « Es-tu certaine ? » ?»« Non, mais je reste quand même. » Une ombre de soulagement, ou du moins ce qui y ressemblait, traversa ses traits. « Dans ce cas, nous devons établir des règles fondamentales. » Au cours de la semaine qui suivit, Cindy s'imprégna du rythme singulier du Romanos. Le restaurant opérait sur 2 dimensions, l'une visible, l'autre dissimulée.
En journée, il incarnait fidèlement ce qu'il prétendait être, un restaurant italien haut de gamme destiné à l'élite de Chicago. Mais à certaines soirées, des réunions secrètes se tramaient dans les arrière-salles. L'argent changeait de main, des pactes étaient scellés, et Cindy apprit à ne rien voir. Elle excellait dans son rôle, les clients l'adoraient. Elle possédait cette aptitude rare à faire en sorte que les millionnaires se sentent comme des gens ordinaires et les gens ordinaires comme des millionnaires. Les pourboires étaient généreux. Maria la prit sous son aile. Même Angela se radoucit légèrement, et Roméo observait. Elle sentait son regard constamment posé sur elle. Quand elle riait avec les clients, quand elle gérait avec efficacité une table difficile, quand elle nouait son tablier le matin. Il observait avec une intensité qui réchauffait sa peau et faisait battre son cœur à tout rompre. Leurs échanges se limitaient aux strictes nécessités professionnelles, mais l'atmosphère entre eux crépitait d'une tension inexprimée. Puis vint le jeudi soir. Cindy. Roméo apparut à son poste à 19h pétante. « J'ai besoin de toi pour quelque chose. »« J'ai 4 tables, » répondit-elle. « Angela s'en occupera. » Son expression était indéchiffrable. « Viens avec moi. » Il la conduisit à son bureau où une housse de vêtements pendait à la porte. « Qu'est-ce que c'est ?»« Un dîner, des associés d'affaires. Je dois t'y amener. » L'estomac de Cindy se serra. « En tant que serveuse ? En tant que mon rendez-vous. » Les mots suspendus dans l'air résonnaient comme une bombe. « Vous êtes quoi ?» Roméo passa une main dans ses cheveux, le premier signe de nervosité qu'elle lui ait jamais vu. Des gens arrivaient là ce soir, des personnes importantes, dangereuses, et ils apportent leur lot de complications. J'ai besoin d'être accompagné d'une personne étrangère à ce milieu, quelqu'un qui me donne une image d'homme. Humain, compléta Cindy. Oui, il la fixa droit dans les yeux. Exactement ça, humain. Cindy croisa les bras. Et qu'est-ce que je gagne à jouer la potiche à votre dîner de la mafia ? 2000 $. De plus, vous gardez la robe. Il marqua une pause. Et ma protection, dont vous pourriez bien avoir besoin après ce soir. Consolante. Je n'essaie pas de te consoler. Je suis honnête. Roméo s'approcha. Ces hommes respectent le pouvoir, mais ils respectent aussi la normalité. Un homme accompagné d'une femme a l'air posé, stable, moins susceptible de faire des mouvements imprudents. Donc, je suis un accessoire. Tu es un bouclier, sa voix s'adoucit. Et peut-être, si je suis tout à fait honnête, une excuse pour t'avoir près de moi le temps d'une soirée. Cindy eut le souffle coupé. Roméo, la robe est à ta taille. Maria m'a aidé à deviner. Le dîner commence à 20h, 20 Hill. Dis oui, Cindy. Elle aurait dû refuser, s'enfuir, mais... Oui. La robe, d'une soie d'un vert émeraude, était simple et d'une élégance intemporelle, son décolleté suggérant sans jamais dévoiler. Elle lui allait à la perfection. Maria coiffa ses cheveux en douces ondulations et appliqua un maquillage qui fit de Cindy une version sublimée d'elle-même. Quand elle sortit de la salle de bain, Roméo l'attendait dans le couloir. Il portait un costume anthracite qui le faisait paraître comme une tentation drapée dans un tissu somptueux. Son regard parcourut lentement sa silhouette, et quelque chose de sombre, de féroce, scintilla dans ses profondeurs. « Tu as l'air... » Il s'éclaircit la gorge. « Parfaite. J'ai l'impression de jouer à me déguiser. Tu as l'air à ta place. » Il lui offrit son bras. « Prête ? » Pas le moins du monde. La salle à manger privée se nichait à l'arrière du Romanos, un espace que Cindy n'avait jamais aperçu. Des boiseries en acajou, des chandeliers en cristal, une table dressée pour 12 personnes, déjà partiellement occupées par les individus les plus intimidants que Cindy ait jamais rencontrés. Des hommes en costumes coûteux, aux yeux froids, des femmes parées de bijoux étincelants, leur sourire ne parvenant pas à leurs yeux. Et à l'extrémité de la table, un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés et au visage taillé dans la pierre. « Moretti !» lança l'homme à leur entrée. « Quel plaisir de vous voir vous joindre à votre propre dîner, Salvatore. » La voix de Roméo était amène, mais Cindy sentit la tension dans son bras. « Merci d'être venu, tout le monde. Voici Cindy. Cindy, voici Salvatore Calibrassi et ses associés. » Calibrassi, le nom de l'homme en sang de la semaine dernière. Le sourire de Cindy lui parut figé alors que Roméo lui tirait sa chaise. Elle s'assit, consciente des regards qui l'évaluaient, analysant sa valeur, sa raison d'être. « Une petite amie, Roméo ?» Le sourire de Salvatore était acéré. « Quelle domesticité! Un homme a besoin d'équilibre », répliqua Roméo nonchalamment, prenant place à côté de Cindy. Sa main trouva la sienne sous la table, la serra une fois. Un avertissement ou une marque de réconfort, elle ne sut dire. Le dîner commença, plat après plat de mets exquis que Cindy parvenait à peine à déceler.
La conversation tournait autour d'elle, des discussions sur les territoires, les accords commerciaux, les ententes mutuelles. Chaque mot semblait codé, dangereux. Les yeux de Salvatore ne cessaient de revenir sur Cindy. « Dites-moi, ma chère, comment avez-vous rencontré notre Roméo ?» Cindy sentit Roméo se crisper à côté d'elle. Elle but une gorgée de vin pour se donner du courage. « J'ai utilisé sa voiture comme miroir pour ajuster mon soutien-gorge, » dit-elle. C'était très romantique. Un silence de mort s'abattit sur la table. Puis, Salvatore rit. Un rire tonitruant qui détendit légèrement tout le monde. Une femme honnête, comme c'est rafraîchissant. Il leva son verre. Dans notre monde, Roméo, l'honnêteté est plus rare que la loyauté. Vous avez trouvé un trésor. La main de Roméo se resserra sur la sienne. Oui, j'en ai un. Mais de l'autre côté de la table, un homme plus jeune, la trentaine, beau d'une manière cruelle, se pencha en avant avec un sourire prédateur. « Pardonnez-moi, dit-il, son accent épais. Je suis Enzo, le neveu de Salvatore, et je dois dire, Roméo, que vous avez un goût exquis. » Ses yeux parcoururent Cindy d'une manière qui lui donna la chair de poule. Peut-être trop exquis pour qu'un seul homme puisse l'apprécier seul. La température dans la pièce chuta de 10 degrés. « Prudence, Enzo. » La voix de Roméo était de la soie sur de l'acier. « Vous admirez quelque chose qui ne vous appartient pas. J'apprécie simplement la beauté. » Enzo sourit davantage. « Sûrement, ça ne vous dérange pas de partager le spectacle. À moins, il se pencha en arrière, à moins qu'il n'y ait plus qu'un joli visage au dîner, à moins que celle-ci ne compte vraiment. » C'était un test. Cindy le réalisa avec une clarté cristalline. Il voulait tester la faiblesse de Roméo, et elle en était la preuve. Enzo se leva, contourna la table et se dirigea vers Cindy. Peut-être que la demoiselle aimerait danser. Il y a de la musique après tout. Il lui tendit la main. À moins que Roméo n'y voie un inconvénient. Tous les regards se tournèrent vers Roméo. S'opposer montrerait une faiblesse, révélerait que Cindy était plus qu'un simple rendez-vous, mais le permettre. Cindy se leva avant que Roméo ne puisse répondre. « J'adorerais, » dit-elle avec un grand sourire. « Je n'ai pas dansé depuis une éternité. » La mâchoire de Roméo se crispa, mais il acquiesça légèrement. Enzo la conduisit à un petit espace libéré, où une musique douce jouait. Sa main se posa sur sa taille, la tirant plus près que de convenance. Son autre main serra la sienne trop fort. « Vous êtes mis très courageuse, » murmura-t-il à son oreille. « Ou très stupide. Lequel est-ce, Bella ?» « Probablement les deux, » répliqua Cindy, son sourire figé. « J'ai tendance à faire des choix de vie douteux. Comme Roméo Moretti. » Sa main glissa plus bas sur son dos. « Savez-vous quel genre d'homme il est vraiment, ce qu'il a fait, le sang sur ses mains qui ont tenu les vôtres? J'en sais assez. » Vraiment? Il la fit pirouetter, la ramenant contre sa poitrine. « C'est un tueur, Cara. Un monstre magnifique. Et les monstres n'aiment pas, ils consomment. » Par-dessus l'épaule d'Enzo, Cindy aperçut Roméo. Il était parfaitement immobile, mais ses phalanges étaient blanches autour de son verre de vin. Leurs regards se rencontrèrent à travers la pièce, et à cet instant, elle le vit. La rage à peine contenue, la possessivité, la peur. Il se préoccupait d'elle. Il ne s'agissait pas seulement d'affaires ou d'apparence, c'était réel. « Vous avez tort, » dit Cindy doucement à Enzo, « à propos des monstres. Parfois, ce ne sont que des hommes qui essaient de protéger ce qui compte. » Enzo rit. « Une telle loyauté. Voyons combien de temps elle dure quand. » « Ça suffit. » La voix de Roméo transperça la musique. Il était maintenant debout, sa main tendue vers Cindy. « La danse est finie. Ce n'était pas une requête. » Enzo sourit mais la relâcha. « Bien sûr, je ne voudrais pas m'immiscer. » Cindy traversa la pièce pour rejoindre Roméo. Sa main saisit la sienne, la tira vers lui. Trop près pour la bienséance. L'autre main se posa sur sa taille, l'ancrant à lui alors qu'il commençait à se mouvoir au rythme de la musique. « Il t'a touché ?» La voix de Roméo était une fureur à peine contenue. « Rien que je ne puisse gérer, » dit Cindy. Ses yeux brûlaient ses siens. « Il t'a touché ? Il te testait, nous testait. J'ai géré. » La main de Roméo se resserra sur sa taille. « S'il t'avait blessé. » Mais il ne l'a pas fait. Elle leva les yeux vers lui, apercevant la violence à peine contenue dans son expression. « Roméo, je vais bien. Tu ne devrais pas être ici. C'était une erreur, je n'aurais pas dû. » Il s'arrêta, sa mâchoire contractée. « N'aurais pas dû quoi ? Ne t'aurais pas dû laisser t'approcher de ça, de moi. » Sa voix se fit un murmure. « Tu n'es pas en sécurité avec moi, Cindy. Tu ne le seras jamais. Peut-être que je ne veux pas être en sécurité. » Ses yeux s'assombrirent. « Ne dis pas ça. Pourquoi pas ? C'est la vérité. »
Elle s'approcha, leur corps presque collés. « Tu crois que je ne vois pas ce que c'est? Tu crois que je ne comprends pas? Tu ne comprends pas. Je comprends assez bien. » Son cœur battait la chamade. « Je comprends que tu es dangereux, que le monde dans lequel tu évolues pourrait m'engloutir tout entière, mais je comprends aussi que lorsque tu me regardes, c'est la première fois que je me sens vu, réellement vu. » Le contrôle de Roméo craqua. Sa main encadra son visage, son pouce effleurant sa pommette. « Cindy, je… » Un coup de feu brisa l'instant. La musique cessa. Tout le monde se figea. Salvatore se tenait debout, un pistolet fumant à la main, pointé vers le plafond. « Pardonnez l'interruption, » dit-il calmement. « Mais je crois que nous avons eu assez de divertissement pour la soirée. Roméo, allons-nous discuter affaires ?» La main de Roméo quitta le visage de Cindy, mais il ne s'éloigna pas. « Bien sûr, votre femme doit partir. Cette conversation n'est pas destinée aux oreilles délicates. Qu'elle reste. » La voix de Roméo était péremptoire. « Tout ce que vous avez à me dire, vous pouvez le dire devant elle. » Les yeux de Salvatore se rétrécirent. « C'est imprudent. C'est mon choix. » La tension crépita dans la pièce, telle l'électricité précédant un orage. Finalement, Salvatore esquissa un sourire. « Très bien. Qu'elle entende comment son homme mène ses affaires. Qu'elle voie le monstre qu'elle s'empresse de défendre. » La main de Roméo retrouva celle de Cindy. « Assieds-toi, » murmura-t-il. « Quoi que tu entendes, quoi que tu vois, ne réagis pas. Peux-tu faire ça ?» Cindy hocha la tête, n'osant pas parler. Ils s'assirent. Les hommes de Salvatore sortirent des mallettes, des tableurs, des cartes de Chicago divisées en territoires comme une zone de guerre. Et Cindy écouta, tandis qu'ils discutaient de choses qui lui glacèrent le sang, raquettes de protection, blanchiment d'argent, expédition de marchandises qui, elle en était sûre, n'avaient rien à voir avec des fournitures de restaurant. Roméo négociait avec une précision glaciale, ne donnant rien, prenant tout, sa main ne quittant jamais la sienne sous la table. C'était son monde. Cette obscurité, cette violence à peine contenue dans des costumes coûteux et un langage polissé. Et le plus terrifiant, elle ne s'enfuyait pas. À minuit, la réunion se termina. Salvatore se leva, rajusta sa veste. « Nous avons un accord, alors, Roméo. La famille Calibrezzi respectera vos territoires et vous reconsidérerez votre position concernant les entrepôts du port. J'y réfléchirai, » répondit Roméo, ce qui, Cindy l'apprenait, signifiait catégoriquement non. Bien. Les yeux de Salvatore se posèrent sur Cindy une dernière fois. Gardez votre femme près de vous, Moretti. Dans notre monde, ce que nous aimons devient notre faiblesse ou notre force. Salvatore rit. Nous verrons bientôt laquelle elle est. Ils partirent tous, et soudain la pièce fut vide, à l'exception de Roméo et Cindy, et des vestiges du dîner. Roméo lâcha sa main, se leva, se dirigea vers la fenêtre. Ses épaules étaient raides, ses mains serrées. « Tu devrais partir, » dit-il sans se retourner. « Maria te raccompagnera chez toi. Roméo, s'il te plaît. » Sa voix se brisa légèrement. « Va-t'en. » Cindy se leva, s'approcha de lui, posa sa main sur son dos, le sentit tressaillir. « Je ne pars nulle part, » dit-elle doucement. Il se retourna, et l'angoisse dans ses yeux la brisa presque. « Tu as tout entendu, tout vu. J'ai vu que tu protégeais ton territoire, tes gens, ton monde. Mon monde est ténèbres, Cindy, violence, sang. » Il la saisit par les épaules, pas brutalement, mais avec désespoir. « J'ai tué des hommes, plus que je ne peux compter. J'ai fait des choses qui te feraient hurler si tu en connaissais les détails. Alors, dis-moi quoi? Dis-moi. » Elle le regarda fixement. « Dis-moi tout, absolument tout, parce que j'en ai assez des bribes et des sous-entendus. Si j'y suis, si je suis à toi, comme tu n'arrêtes pas de le dire, alors je mérite la vérité. » Roméo la fixa un long moment, puis il la relâcha, se dirigea vers son bureau, sortit une bouteille de whisky et 2 verres. « Assieds-toi, » dit-il. « Parce qu'une fois que je commence à parler, il n'y a pas de retour en arrière. » Cindy s'assit, et Roméo lui raconta tout. Son père, qui avait bâti l'empire Moretti sur le sang et la loyauté. Sa mère, morte quand il avait 12 ans, un message délivré par une famille rivale. Des balles. Comment il avait repris les rênes à 23 ans, lorsque son père avait eu une crise cardiaque. Comment il avait consolidé le pouvoir, éliminé les menaces, construit quelque chose de plus fort. Comment il avait tenté de se légitimer, mais l'attrait des anciennes méthodes était trop fort. Comment il avait tué son premier homme à 17 ans et n'avait pas bien dormi depuis. Comment chaque décision était calculée, chaque relation transactionnelle, chaque moment une partie d'échec. Jusqu'à elle. « Toi, dit-il, la voix rauque, tu es la première chose en 10
qui n'était pas stratégique. Tu as utilisé ma voiture comme un miroir, et tu avais des épinards entre les dents, et tu étais si vraie, si humaine, si différente de tout ce qui existe dans mon monde. Les yeux de Cindy brûlaient de larmes ravalées. Roméo, et maintenant je t'ai entraîné là-dedans, dans le danger, dans... Il s'arrêta, détourna le regard. Je devrais te laisser partir, je devrais te payer, te renvoyer, te garder en sécurité. Mais tu ne le feras pas, non. Il la regarda à nouveau dans les yeux. Parce que je suis égoïste, parce que je veux que tu restes près de moi. Parce que, quand je te regarde, je me souviens ce que ça fait d'être autre chose qu'un monstre. Cindy se leva et s'approcha de lui, prenant son visage entre ses mains. « Alors sois égoïste, » murmura-t-elle. « Garde-moi près de toi. Laisse-moi décider de ce que je peux gérer. » Cindy. Elle l'embrassa, coupant court à ses protestations, à ses avertissements, à ses peurs, avec ses lèvres sur les siennes. Pendant un battement de cœur, il resta figé. Puis, il la tira contre lui avec un désespoir qui lui coupa le souffle. Ses mains s'emmêlèrent dans ses cheveux. Sa bouche se déplaça sur la sienne comme un homme qui se noie, et elle était son air. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirant difficilement, Roméo appuya son front contre le sien. « Tu es à moi maintenant, » souffla-t-il. « Tu comprends ça? Dans mon monde, ça signifie quelque chose. Ça veut dire que je te protège. Ça veut dire que quiconque te touche me le paiera. Ça veut dire que je suis à toi, » acheva Cindy. « Et tu es à moi. C'est comme ça que ça marche, n'est-ce pas? » Un fantôme de sourire effleura ses lèvres. « Oui, alors arrête d'essayer de me repousser. Je n'arrêterai jamais d'essayer de te garder en sécurité. C'est différent. » Elle sourit. « Ça, je peux vivre avec. » Il l'embrassa de nouveau, plus tendrement cette fois. Une promesse plutôt qu'un désespoir. Quand ils quittèrent finalement le restaurant à 2 heures du matin, la main de Roméo serrée dans la sienne, Cindy savait que tout avait changé. Elle avait vu l'obscurité, entendu la vérité, compris le danger, et elle avait choisi de rester malgré tout. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'Enzo Calabresi était assis dans sa voiture de l'autre côté de la rue, les regardant partir ensemble. « Alors, » dit-il dans son téléphone, « Roméo Moretti a finalement trouvé une faiblesse. » À l'autre bout, son oncle Salvatore rit. Alors, nous savons exactement comment le briser. Les deux semaines suivantes, s'écoulèrent dans un tourbillon de moments volés et de dangereuses normalités. Cindy travaillait ses quarts de travail chez Romanos, et Roméo trouvait des excuses pour être près d'elle, vérifiant les tables, discutant des sélections de vins, sa main effleurant la sienne en passant. Il ne se cachait plus. Le personnel savait, les clients réguliers en soupçonnaient l'existence. Et dans le monde de Roméo, la nouvelle voyageait vite. « Tu le ramollis ?» lui dit Marco un soir, son ton se situant entre l'avertissement et l'approbation. « En 10, je ne l'ai jamais vu sourire comme il le fait quand tu entres. » Est-ce grave? L'expression de Marco s'assombrit. Dans notre monde, oui, la tendresse vous tue. Mais Roméo ne semblait pas s'en soucier. Il l'emmena dans son penthouse surplombant le lac, avec ses baies vitrées et son vide coûteux qui ressemblait plus à un musée qu'à une maison. « Je ne vis pas vraiment ici, » avoua-t-il en versant du vin. « J'existais ici. Il y a une différence. » Cindy explorait, touchant les tranches de livres jamais lus, les comptoirs de marbre froid. « C'est beau, mais solitaire. C'est une description exacte de la majeure partie de ma vie, jusqu'à toi. » Il s'approcha d'elle par derrière, l'enlaça par la taille. Elle se retourna dans ses bras. « Roméo, j'ai besoin de te demander quelque chose. La famille Becalibrezzi, Enzo, ce dîner, que se passe-t-il réellement ?» Sa mâchoire se serra. « Des conflits de territoire. Salvatore veut le contrôle des entrepôts du port. Il valse des millions en accès au transport maritime. Et tu ne les céderas pas. Je ne peux pas. Ces entrepôts me permettent de passer à des affaires légitimes, des importations légales, de vrais échanges. Si je les donne à Salvatore, je retourne à l'argent sale uniquement. Tu essaies de te racheter? J'essaie de construire quelque chose qui n'exige pas de violence pour se maintenir. » Son pouce traça sa joue. « Ah, quelque chose dont je n'aurais pas honte de me défaire un jour. »« Pour qui? Pour toi. » Les mots étaient à peine un murmure. « Pour nous, s'il peut y avoir un nous. » Le cœur de Cindy se serra. Il y a déjà un nous. Il l'embrassa, profondément et possessivement, la soulevant sur le comptoir. Ses mains glissèrent le long de ses cuisses, et elle haleta contre sa bouche. Son téléphone sonna. Roméo recula en jurant, vérifia l'écran. Son expression devint froide. « Je dois prendre ça. » Il se dirigea vers la fenêtre, parla rapidement en italien. Cindy n'en perçut que des fragments.
Entrepôt ce soir, gère ça. Quand il raccrocha, l'homme tendre avait disparu. Le chef était de retour. Je dois y aller. Il y a une situation. Quel genre de situation? Le genre dont tu n'as pas à te soucier. Il attrapa sa veste. Reste ici. Je serai de retour dans quelques heures. Roméo, s'il te plaît. Cindy, fais-moi confiance. Il partit. Cindy attendit une heure, puis deux, puis elle fit une chose idiote. Elle appela Marco. Où est-il? Demanda-t-elle. Silence. Puis, tu ne veux pas savoir. Dis-moi quand même. Entrepôt du port. Mais Cindy, ne fais pas ça. Elle raccrocha, attrapa sa veste et appela un Uber. Le quartier des entrepôts était exactement aussi dangereux qu'il en avait l'air dans les films. Sombre, abandonné, le genre d'endroit où de mauvaises choses se passaient, et personne ne posait de questions. Cindy trouva l'adresse que Marco lui avait donnée à contre-cœur. Des VUS noirs étaient laissés garés à l'extérieur. Des hommes en vêtements sombres montaient la garde. Elle devrait faire demi-tour. Elle devrait. Une main lui couvrit la bouche. Elle essaya de crier, mais une autre main lui immobilisa les bras. Eh bien, la voix d'Enzo ronronna à son oreille. La petite chérie de Roméo, toute seule, comme il est insouciant. La terreur la transperça. Elle mordit fort sa main. Enzo jura, relâcha sa bouche, mais garda ses bras bloqués. Pugnace, j'aime ça. Lâche-moi. Je ne pense pas. Il la traîna vers une voiture noire. Tu vas m'aider à donner une leçon à Roméo sur le respect de la famille Calibrezzi. À l'intérieur de l'entrepôt, Roméo se tenait face à cinq hommes de Salvatore. La situation était tendue mais contrôlée. Une négociation sur les calendriers d'expédition, rien de plus. Puis, son téléphone vibra. Une photo. Cindy. La main d'Enzo dans ses cheveux. Une arme sur sa tempe. Le message. Les entrepôts où ces méninges décoreront ma voiture. Tu as une heure. Tout au fond de Roméo devint froid, puis brûlant, puis atteignit un espace au-delà de la rage. Nous avons fini ici, dit-il aux hommes de Salvatore, sa voix d'un calme mortel. Mais nous n'avons pas. J'ai dit, nous avons fini. Il appela Marco. Rassemble tout le monde, tous nos soldats, et trouve Vincent. Dis-lui que c'est la guerre. En moins de 30 minutes, Roméo avait réuni 15 hommes armés. Ils retracèrent l'emplacement d'Enzo grâce à des contacts, des pots de vin et des menaces. Une usine abandonnée à Englewood. Roméo conduisait comme si le diable lui-même le poursuivait. Son esprit figé sur une seule image, le visage terrifié de Cindy. Il avait juré de la protéger, de veiller sur sa sécurité. Pourtant, il avait failli. Dans l'usine désaffectée, Enzo avait ligoté Cindy à une chaise, au centre d'une pièce vide. Il tournait autour d'elle lentement, savourant sa terreur. « Roméo viendra te chercher, dit-il, et quand il le fera, nous le tuerons. Nous nous servirons de toi comme appât pour éliminer la concurrence, reprendre ses territoires. C'est simple. »« Il te tuera d'abord, » répondit Cindy, s'efforçant de garder la voix ferme. « Quelle foi !» ricana Enzo. « Testons-la !» Il pressa son arme contre l'épaule de Cindy, non pas pour tuer, mais pour blesser, et tira. Le hurlement de Cindy résonna à travers l'usine. Le sang macula sa chemise. Une douleur fulgurante la submergea. « Ça, c'est un, » dit Enzo calmement. « Toutes les 10 minutes, une autre balle. Finalement, Roméo arrivera et te trouvera sans vie, ou il abandonnera et tu mourras de toute façon. » À ce moment précis, la porte de la pièce vola en éclats. Roméo se tenait dans l'encadrement, son arme levée, les yeux dénués de toute expression. « Éloignez-vous d'elle, » dit-il d'une voix dépourvue d'humanité, « ou je peindrai ces murs avec votre crâne. » Enzo sourit, pressa son arme sur la tempe de Cindy. « Lâchez votre arme ou... » Roméo tira. La balle atteignit Enzo à l'épaule, le faisant basculer loin de Cindy. Avant qu'il ne puisse se ressaisir, Roméo traversa la pièce, son arme pressée sous le menton d'Enzo. « Tu as touché à ce qui m'appartient, » dit doucement Roméo. « Tu l'as blessé. C'est une sentence de mort. Tue-moi et Salvatore se vengera. »« Je m'en moque, » répondit Roméo, son doigt se raidissant sur la gâchette. « Tu l'as blessé, Roméo. » La voix de Cindy, faible mais distincte, s'éleva. « Ne te change pas en un monstre plus grand pour moi. » Il la regarda, couverte de sang, tremblante, les larmes aux yeux, et quelque chose se brisa en lui. « S'il te plaît, » murmura-t-elle, « j'ai besoin de toi, pas du monstre, toi. » La main de Roméo trembla, puis il abaissa son arme. « Dégage, » dit-il à Enzo. « Dis à ton oncle que c'est terminé. Les entrepôts restent miens, et si quiconque la touche à nouveau,
Je rayerai la famille Calabrasi de la carte et je salerai la terre où vous vous tenez. » Enzo trébucha et s'éloigna, se tenant l'épaule. Roméo s'agenouilla près de Cindy, coupant ses liens d'une main tremblante. « Je suis désolé, je suis tellement désolé. Il aurait fallu te taire et m'emmener à l'hôpital. » Cindy parvint à articuler entre ses dents serrées. Il la porta jusqu'à sa voiture, puis roula à toute vitesse, comme si l'enfer lui-même était à leur trousse, appelant son médecin personnel, un homme qui ne posait aucune question et ne conservait aucun dossier. Dans l'appartement terrasse de Roméo, le docteur retira la balle et sutura la plaie. « Elle a de la chance, dit-il. Rien de vital n'a été touché. Elle guérira. » Quand ils furent seuls, Roméo s'assit à côté du lit, tenant la main de Cindy comme si elle pouvait s'évanouir. « J'ai failli te perdre, dit-il d'une voix rauque. Mais tu ne m'as pas perdu, parce que tu es fort, parce que tu... » Sa voix se brisa. « Cindy, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas te mettre en danger, je ne peux pas. Roméo Moretti, si tu essaies de me repousser maintenant, je te tirerai dessus avec ta propre arme. » Il rit, un son brisé. « Tu viens de te faire tirer dessus à cause de moi. Et tu m'as sauvé, c'est ce qui compte. » Elle lui serra la main. « Je ne vais nulle part. Nous sommes ensemble maintenant, même après cette nuit, surtout après cette nuit. » Elle le tira plus près. « Parce que cette nuit, je t'ai vu me choisir, plutôt que la vengeance. Choisir l'humanité, plutôt que le monstre. Ça a un sens. » Roméo l'embrassa sur le front, les joues, les lèvres. « Je t'aime, » murmura-t-il. « Dieu me pardonne. Je t'aime aussi, » souffla Cindy. « Mon beau monstre. » Dehors, Marco montait la garde. À l'intérieur, Vincent coordonnait leur stratégie de riposte face à la famille Calabrasi. Et dans un hôpital de l'autre côté de la ville, Enzo passa un coup de fil. « Elle est sa faiblesse, mon oncle. Utilisez-la à bon escient, et Roméo Moretti nous donnera tout. » Salvatore sourit. « Oh, j'en ai bien l'intention. » Cindy se rétablit lentement. La blessure par balle cicatrisa, laissant une cicatrice qu'elle traçait dans les miroirs, un rappel permanent du prix à payer pour aimer Roméo Moretti. Roméo ne la quitta pas une seconde. Il l'installa dans son penthouse, embaucha des gardes, fit installer des systèmes de sécurité ultra perfectionnés. La cage était dorée, mais c'était toujours une cage. « J'ai besoin de travailler », lui dit-elle après une semaine. « Pas encore. Roméo, je deviens folle ici. Tu as failli mourir. » Et rester assise dans cet appartement ne changera rien à cela. Elle se leva, grimaçant légèrement. « J'ai besoin de normalité, j'ai besoin de retrouver ma vie. » Sa mâchoire se crispa. « Ta vie a failli te coûter la tienne. Non, ta vie a failli me coûter la mienne. Il y a une différence. » Les mots la frappèrent comme une gifle. Le visage de Roméo devint impénétrable, le masque qu'il portait quand la douleur était trop intense pour être montrée. « Tu as raison, » dit-il doucement. « C'est pourquoi, peut-être que nous devrions... » Cindy se rapprocha de lui. « N'ose même pas finir cette phrase. Nous n'allons pas y mettre fin parce que c'est difficile. »« Ce n'est pas difficile, Cindy, c'est impossible. » Il fit un geste circulaire. « C'est mon monde. Violence, danger, des ennemis qui utiliseront quiconque m'est cher comme une arme contre moi. Alors, apprends-moi à me protéger. Fais de moi une cible moins facile. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors, change la façon dont ça marche. » Sa voix montait. « Tu continues de dire que tu veux devenir légitime. Alors fais-le. Quitte l'entreprise familiale. » Roméo rit amèrement. « Tu ne quittes pas la mafia comme ça, Cindy. Il n'y a pas d'entretien de départ, pas de préavis de deux semaines. Tu es dedans jusqu'à ce que tu sois mort, ou que tous ceux qui te connaissent soient morts. Alors nous y arriverons ensemble. Je ne peux pas te demander de... » Un coup à la porte les interrompit. Marco entra, l'expression grave. « Nous avons un problème. Salvatore a demandé une réunion demain soir. Il exige ta présence. Que veut-il? Discuter des termes de la paix. » Le ton de Marco suggérait qu'il n'y croyait pas une seconde. Les yeux de Roméo se plissèrent. « C'est un piège, probablement, mais si tu n'y vas pas, c'est une insulte. Cela signifie la guerre. » Après le départ de Marco, Roméo arpentait la pièce comme un animal en cage. Il va exiger les entrepôts, ou pire. Qu'est-ce qui est pire? Roméo la regarda et Cindy vit la réponse dans ses yeux. « Moi, murmura-t-elle, il va exiger que tu me laisses tomber. Jamais. Tu pourrais être obligé. » Sa voix trembla. « Si cela signifie protéger ta famille, tes gens, tu pourrais être obligé de choisir. Il n'y a pas de choix. Je te choisis. Toujours toi. Même si cela signifie que des gens meurent. » Le silence de Roméo fut une réponse suffisante. La nuit suivante, Cindy insista pour l'accompagner à la rencontre, qui eut lieu dans un endroit neutre, un club privé du centre-ville. Roméo vint avec Marco et Vincent.
Salvatore, lui, était accompagné d'Enzo, fraîchement bandé, et de 6 autres hommes. Ils s'assirent autour d'une longue table. La tension ambiante était palpable. « Roméo, » commença Salvatore d'un ton affable. « Discutons de notre avenir, de l'affaire des entrepôts. Il m'attire. Et tu convoites la paix, un simple échange. » « Non. » Le sourire de Salvatore ne faiblit pas. « Alors, laissez-moi vous proposer des termes alternatifs. Vous gardez vos entrepôts, je garde mon territoire, et vous mettez fin à votre relation avec mademoiselle Matthews. » Le sang de Cindy se glaça. L'expression de Roméo était de marbre. « Expliquez-vous. C'est une distraction, un fardeau. Elle vous affaiblit, vous rend négligent. Pour le bien de nos deux familles, pour la paix à Chicago, elle doit partir. Elle n'est pas négociable. Tout est négociable, Roméo. » Salvatore se pencha en avant. « Voici vos choix. Mettez fin à votre relation avec la jeune femme volontairement. Elle s'en ira indemne avec suffisamment d'argent pour refaire sa vie loin d'ici. Ou refusez, et je vous l'enlèverai morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à aimer. » Roméo se leva si brusquement que sa chaise s'écrasa en arrière. « Vous la menacez encore et... Et quoi ? Vous déclencherez une guerre que vous ne pourrez pas gagner, me tuer et unir toutes les familles de Chicago contre vous, détruire tout ce que votre père a construit. » La voix de Salvatore s'endurcit. « Je vous offre une solution pacifique, prenez-la. »« Non, Roméo, » sourit Enzo d'un air cruel. « Soyez raisonnable, elle est jolie, c'est vrai, mais ce n'est qu'une serveuse. Vous en trouverez une autre. Vous ne pouvez pas trouver un autre empire. Elle n'est pas n'importe quoi. » La voix de Roméo aurait pu couper du diamant. « Elle est tout. Alors vous êtes un fou. » Salvatore se leva. « Vous avez 48 heures. Mettez-y fin ou je la mettrai à terme. À vous de choisir. » Ils partirent. Dans la voiture, après coup, Cindy et Roméo restèrent silencieux. « Tu dois le faire, » dit enfin Cindy. « Quoi ? Y mettre fin, m'envoyer loin. Je ne te laisserai pas tout détruire pour moi. » « Cindy, je suis sérieux. Roméo, je t'aime, mais je ne serai pas responsable de la mort de personne, de l'effondrement de l'empire de ta famille. Rien de tout cela n'a d'importance sans toi. » Elle lui prit le visage entre les mains. « Oui, ça en a. Ton peuple dépend de toi, l'héritage de ta famille. L'héritage de ma famille est fait de sang et de violence. Tu es la première bonne chose qui me soit arrivée en 10 ans. Je ne renoncerai pas à ça. Tu n'auras peut-être pas le choix. » Roméo la serra dans ses bras, la tint comme si elle pouvait s'évanouir. « Alors nous partons, nous quittons Chicago, nous recommençons ailleurs, nous laissons tout ça derrière nous. Ils nous trouveront, tu l'as dit toi-même, on ne part pas comme ça. Alors je me battrai, j'irai en guerre s'il le faut, et des gens mourront. » « Des gens meurent toujours dans mon monde, Cindy. Au moins cette fois, ce sera pour quelque chose qui compte. » Elle se recula pour le regarder. « Tu es vraiment sérieux. Je n'ai jamais été plus sérieux. » Il l'embrassa désespérément. « Je t'aime. Je ne te laisserai pas partir. Quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. » Cindy sentit des larmes couler sur ses joues. Ensemble. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Salvatore n'avait aucune intention d'attendre 48 heures, et qu'Enzo avait déjà mis en marche la phase suivante. Le test de grossesse était posé sur le comptoir de la salle de bain de Roméo, comme une bombe à retardement. Deux lignes roses. Cindy le fixa, son monde basculait. Enceinte de l'enfant de Roméo Moretti, au milieu d'une guerre de la mafia. « Le timing est parfait, univers », murmura-t-elle. « Juste parfait. » Elle se sentait bizarre depuis des semaines. Nausées, épuisement, émotions fluctuantes. Elle avait mis cela sur le compte du stress, de la blessure par balle, de la peur, mais ses règles avaient 3 semaines de retard. Et finalement, elle avait acheté un test. Maintenant, elle devait en informer Roméo, qui était en ce moment même en bas, en réunion, pour discuter des moyens de fortifier leur défense contre la famille Calabrasi. Elle descendit et découvrit le penthouse de Roméo bondé d'hommes. Marco, Vincent, des soldats qu'elle ne connaissait pas. Des cartes de Chicago étaient stallées sur les tables. Des armes étaient déployées. La machinerie de la guerre. Roméo leva les yeux quand elle entra. Son expression s'adoucit brièvement avant de reprendre son masque professionnel. « Nous devons parler », dit Cindy en privé. Quelque chose dans sa voix fit immédiatement s'excuser Roméo. Ils se rendirent dans sa chambre à coucher. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, instantanément alerte. Cindy lui tendit le test. Roméo le fixa, puis la regarda, puis revint au test. « Tu es enceinte ?»« Oui. » Assis lourdement sur le lit, le test de grossesse agrippé comme une bouée de sauvetage, il pensa. « Combien de temps ? 6 semaines, peut-être.
Je ne sais pas exactement. Le silence s'installait. L'expression de Roméo restait impénétrable, et Cindy sentit la panique monter en elle. « Dis quelque chose, je t'en prie. »« Je vais être père, » murmura-t-il à peine. Puis, avec une stupéfaction croissante, il répéta plus fort, « Je vais être père, Roméo. Le moment est. » Il se leva, la serra dans ses bras. « C'est terrible, c'est parfait, c'est... » Il laissa échapper un rire, un son suspendu entre la joie et la terreur. « Cindy, nous allons avoir un bébé en pleine guerre. Alors nous mettons fin à la guerre. » Sa voix durcit, emplie de détermination. « Aujourd'hui, maintenant. Quoi qu'il en coûte. » Comment? En donnant à Salvatore ce qu'il pense désirer. Les yeux de Roméo brûlaient d'une intensité nouvelle. « Les entrepôts, il peut les avoir. Je les lui céderai. Je me retirerai. Je me concentrerai sur des entreprises légitimes. Je construirai quelque chose de sûr pour notre enfant. » « Il veut aussi que tu dispares, » rappela Cindy. « C'est la seule chose qu'il n'obtiendra jamais. » La main de Roméo se posa sur son ventre, encore plat. « Tu portes mon enfant. Cela te rend intouchable. Dans notre monde, la famille est tout. Même Salvatore ne peut pas. » Une explosion secoua le bâtiment. Des éclats de verre volèrent. Les alarmes hurlèrent. Des cris s'élevèrent du rez-de-chaussée. Roméo poussa Cindy derrière lui, sortant son arme. « Reste ici, verrouille la porte. Ne l'ouvre à personne d'autre qu'à moi. »« Roméo !» Il l'embrassa fougueusement. « Je vous aime, vous deux. Je reviens. » Il disparut. Cindy verrouilla la porte, les mains tremblantes. D'autres explosions, des tirs. Les bruits de la guerre résonnaient dans la maison de Roméo. Elle attrapa son téléphone, composa le numéro de Marco. « Que se passe-t-il » ? « La famille Calabresi. »« Ils nous attaquent. Plusieurs endroits. Le restaurant, les entrepôts ici. C'est une guerre totale. » « Où est ce Roméo ? Il se bat ? » ?»« Cindy, reste cachée. Ils viennent pour. » La ligne fut coupée. Le cœur de Cindy battait la chamade. Elle pressa sa main sur son ventre. « Ça va aller, » murmura-t-elle à la petite vie en elle. « Ton papa nous protégera. » La porte de la chambre explosa vers l'intérieur. Enzo se tenait dans l'embrasure, son arme levée, un sourire aux lèvres. « Bonjour encore, Bella. » En bas, Roméo combattait comme un démon. Son corps couvert de sang s'attaquait aux trois, hommes déjà abattus par le seul homme, dont la chemise blanche était maintenant d'un rouge écarlate. Marco se battait à ses côtés. Vincent coordonnait leur défense, mais ils étaient en infériorité numérique. « Nous devons nous replier !» cria Vincent. « Cindy est à l'étage, on va la chercher, mais il faut. » Le téléphone de Roméo vibra, un message vidéo d'un numéro inconnu. Il l'ouvrit. Enzo tenait Cindy agenouillée, un pistolet sur sa tempe. « Viens seul à l'ancienne usine d'emballage de viande sur Halstead. Tu as 30 minutes où je la tue, elle et le bébé. »« Oui, Roméo, nous savons pour le bébé. La surveillance est merveilleuse, n'est-ce pas ?» Le sang de Roméo se glaça. Il savait ce qu'ils utiliseraient dès son enfant à naître comme arme. « J'y vais, » dit-il à Marco. « C'est un piège. »« Je m'en fous. » Les yeux de Roméo étaient spores. « Ils ont Cindy. Ils ont mon enfant. J'y vais. »« Alors, nous venons avec toi. »« Non, j'ai besoin de vous ici. Fortifier nos positions, protéger nos hommes. C'est entre Salvatore et moi. » Roméo conduisit seul dans les rues sombres de Chicago. Son esprit était une tempête de rage, de peur et de détermination. Il avait bâti son empire sur la violence. Peut-être était-il juste que cela se termine ainsi, mais Cindy vivrait. Le bébé vivrait, coûte que coûte. L'usine d'emballage de viande était exactement aussi abandonnée et terrifiante que prévu. Roméo entra, arme au poing, tous ses sens en alerte maximale. Salvatore l'attendait au centre du vaste espace. Enzo à ses côtés, le pistolet pressé contre la tempe de Cindy. Elle était ensanglantée, contusionnée, mais vivante. Ses yeux rencontrèrent ceux de Roméo. Non pas la peur, mais la fureur. « Juste à temps, » dit Salvatore. « Lâche ton arme. » Roméo s'exécuta. « Éloigne-la du pied. » Il le fit. « Bien. Maintenant, parlons des termes de ta reddition. Laisse-la partir, c'est entre nous. »« Oh, Roméo, elle est justement le point. » Salvatore sourit. « Tu vois, je ne veux pas vraiment tes entrepôts. Je veux ta soumission complète, ta famille absorbée dans la mienne, toi travaillant pour moi. Jamais. Alors elle meurt, le bébé meurt, et je traquerai systématiquement tous ceux qui t'ont toujours été chers jusqu'à ce que tu sois seul et brisé. » La voix de Salvatore était agréable, conversationnelle. « Où tu plies le genou, tu me jures allégeance. Tu me donnes tout, et je la laisse vivre. » Roméo regarda Cindy. Elle secouait la tête, les larmes coulant.
Non, murmura-t-elle, ne le fais pas. Mais Roméo avait déjà fait son choix. Il tomba à genoux. Je me soumets. La famille Moretti est tienne. Laisse-la juste partir. Salvatore rit. C'est touchant. Ce moment inattendu où Cindy réagit. Elle avait discrètement desserré ses liens pendant qu'il parlait. Maintenant, elle se tordit, attrapa la main d'Enzo tenant le pistolet et mordit férocement. Il hurla. Le coup de feu fut désordonné. Roméo bondit. Le chaos éclata. Salvatore tira son arme, mais Roméo fut plus rapide, le plaquant au sol. Ils luttèrent. Un coup de feu retentit. Du sang jaillit. D'autres tirs provenaient bas de l'entrée. Marco et Vincent, ignorant les ordres, arrivaient. Dans la confusion, Cindy s'empara du pistolet tombé d'Enzo, le pointa sur lui alors qu'il avançait vers elle. « Tu m'as tiré dessus une fois, dit-elle, sa voix tremblante. Pas encore. Elle tira. Enzo tomba. Quand la fumée se dissipa, Salvatore gisait mort. Roméo se tenait au-dessus de lui, couvert de sang, respirant difficilement. C'était terminé. Un mois plus tard, Cindy se tenait dans le bureau de Roméo au Romanos. Le restaurant était fermé pour rénovation après l'attaque. Roméo signait des papiers, transférant ses opérations illégales à des associés de confiance, vendant des actifs criminels, construisant des entreprises légitimes. « C'est fait, » dit-il, posant le stylo. « Je suis sorti, vraiment sorti. Plus de mafia, plus de violence, juste des restaurants, de l'immobilier, du commerce légal. Est-ce que cela peut être aussi simple? Non. Il y aura des défis, des gens qui me mettront à l'épreuve, qui essaieront de me ramener, mais j'ai une motivation maintenant. » Il la serra contre lui, sa main sur son ventre qui s'arrondissait. « Ceci, vous deux, cela vaut plus que n'importe quel empire. » Cindy l'embrassa. « Je suis fier de toi. Je suis terrifié. » Il rit d'un rire incertain. « Je n'ai aucune idée de comment être père, comment être normal. Nous allons y arriver ensemble, confirma Roméo, toujours ensemble. Dehors, Marco alluma une cigarette, les observant à travers la fenêtre. Vincent le rejoignit. « Tu penses qu'il va y arriver ?» demanda Vincent, en parlant d'une vie honnête. « Si quelqu'un le peut, dit Marco. C'est Roméo, l'amour l'a changé, l'a rendu de nouveau humain. Espérons que ce soit suffisant. » À l'intérieur, Roméo et Cindy planifièrent leur avenir. Un mariage, une chambre de bébé, une vie construite sur l'espoir au lieu de la peur. Le monstre apprenait à devenir un homme. Et pour la première fois de sa vie violente, Roméo Moretti était heureux. Trois mois s'étaient écoulés depuis la fin de la guerre. Le ventre de Cindy était maintenant indéniablement rond, et Roméo s'était transformé de chef de la mafia en futur père avec une intensité presque comique. « Tu dois te reposer, » dit-il pour la 1000e fois, ajustant les oreillers derrière elle. « Roméo, je suis enceinte, pas mourante. Le médecin a dit que... » « Le médecin a dit que tu étais en bonne santé. Arrête de me couver. » Mais elle sourit, prenant sa main et la plaçant sur son ventre. Sans ça, un coup de pied, fort et déterminé. Le visage de Roméo se transforma, émerveillé. « Elle est fougueuse, comme sa mère, » rit Cindy. « Ou peut-être comme son père quand quelqu'un menace son territoire. » Sa voix était ferme. « Notre fille n'aura jamais à se soucier de territoire ou de guerre. Je lui construis un monde différent. » Et il le faisait. Les entreprises légitimes prospéraient. Romanos s'était étendu à 3 emplacements. Les investissements immobiliers rapportaient. Roméo Moretti devenait respectable. Mais le passé avait une longue mémoire. Maria apparut dans l'embrasure de la porte du penthouse, son expression inquiète. « Roméo, il y a quelqu'un qui veut te voir. Elle dit que c'est urgent. »« Qui ?» ?»« Isabella Vittorio. » Le visage de Roméo devint pâle. Cindy le remarqua immédiatement. « Qui est Isabella ?»« Mon ancienne fiancée, » dit Roméo calmement. « D'avant, c'était arrangé par les familles. Une belle femme d'une trentaine, 30 d'années entra. Vêtements de designer, yeux froids. Elle regarda Cindy avec un dégoût à peine voilé, puis Roméo. « Roméo, ça fait longtemps. Isabella, que veux-tu ? Te sauver de la plus grosse erreur de ta vie. » Elle fit un geste vers Cindy. « Ça ? Une serveuse enceinte ? C'est pour ça que tu as renoncé à ton héritage. Surveille tes paroles, » avertit Roméo. « Les familles parlent, Roméo. Elles disent mais que tu es devenu mou, faible, que tu as laissé une inconnue te transformer en civil. » La voix d'Isabella dégoulinait de venin. « Ton père aurait honte. Mon père serait mort de toute façon. J'ai choisi un chemin différent. Tu as choisi la faiblesse. » Isabella se tourna vers Cindy. « Sais-tu ce qu'il était avant toi? Puissant, craint, respecté. Maintenant, il est une blague. Et quand ils viendront le chercher, et ils viendront
Toi et ce bébé serez la raison pour laquelle il ne pourra pas se défendre. Cindy se leva, malgré la main de Roméo qui tentait de la retenir. Il n'a plus besoin de se défendre avec la violence. Il a construit quelque chose de réel, quelque chose qui ne le fera pas tuer. Comme c'est naïf, rit Isabella. Tu penses que la mafia laisse les gens partir? Tu penses que les ennemis qu'il s'est faits oublient juste? Ils attendent, ils observent, et quand ils frapperont... Assez! La voix de Roméo coupa comme une lame. Sors d'ici, Isabella. J'essaie de t'aider, Roméo. Tu essaies de me manipuler, ça ne marchera pas. Ma vie est ici maintenant, avec Cindy, avec notre fille. C'est définitif. Les yeux d'Isabella se durcirent. Tu le regretteras quand ta jolie petite famille saignera parce que tu étais trop faible pour les protéger. Souviens-toi que je t'ai prévenu. Elle partit dans un tourbillon de parfums coûteux et de menaces amères. Les mains de Cindy tremblaient. Roméo, a-t-elle raison? Sommes-nous toujours en danger? Non, mais sa voix manquait de conviction. J'ai fait la paix avec les familles. Nous sommes protégés, mais... Roméo soupira. Mais il y a toujours des détails à régler, des gens qui gardent rancune, des ennemis qui n'oublieront pas. Cette nuit-là, Cindy ne put dormir. Elle se tenait près de la fenêtre, observant les lumières de Chicago, sa main sur son ventre. Roméo la trouva là. « Reviens au lit. J'ai peur, avoua-t-elle. Et si Isabella a raison? Et si te choisir? Choisir cette vie te rend vulnérable. Alors, je suis vulnérable. Je préférerais être vulnérable et humain que invincible et seul. » Il l'enlaça par derrière, ses mains couvrant les siennes sur son ventre. « Je vous aime, vous deux. Cela vaut tous les risques, même la mort. »« Même la mort, » répéta Cindy, émue. Il l'embrassa dans le cou. « Mais cela n'arrivera pas, je le promets. » 14 jours plus tard, lors d'un examen médical de routine, l'expression du médecin s'assombrit. « La position du bébé a changé, » déclara-t-elle avec prudence. « De plus, la tension artérielle de Cindy m'inquiète. Je souhaite surveiller cela de près. Le moindre stress pourrait déclencher un accouchement prématuré. »« À quel point prématuré ?» demanda Roméo. « Elle est à 7 mois. Viable, mais risquée. Cindy a besoin d'un repos complet. Pas de stress, pas d'excitation, pas de... »« Je m'en assurerai, » interrompit Roméo. Pourtant, le stress les rattrapa. Un colis, sans adresse d'expéditeur, fut livré au penthouse. À l'intérieur, des photos de Cindy chez le médecin, à l'épicerie, se promenant dans le parc. Quelqu'un la suivait. Le mot joint disait « Votre faiblesse est évidente, Moretti. Combien vaut leur sécurité ?» Roméo convoqua une réunion d'urgence. Marco, Vincent et ce qu'il restait de son cercle intime de confiance se rassemblèrent. « C'est Antonio Greco, » déclara Vincent d'un ton sombre, le frère de Salvatore. Il était resté silencieux depuis la guerre, mais il agit maintenant. Que veut-il? La vengeance. Œil pour œil. Il prétend que vous avez tué son frère, alors il tuera votre famille. Cindy, qui écoutait depuis l'entrée malgré les ordres de Roméo de se reposer, sentit un froid glaçant l'envahir. « Il ne peut pas nous atteindre ici, » affirma Roméo. « La sécurité est... » « Il n'a pas besoin de s'approcher, » interrompit Marco. « Il est patient, il attendra la naissance du bébé pour que vous baissiez votre garde. Et alors? »« Alors rien, » la voix de Roméo était ferme, « car j'y mettrai fin ce soir. »« Roméo, non, » commença Cindy. « Je ne le laisserai pas te menacer notre fille. » Roméo se leva. « Je vais lui faire une offre, de l'argent, du territoire, tout ce qu'il veut, mais cela doit cesser. Et s'il refuse ?» Le silence de Roméo fut une réponse suffisante. Il partit avec Marco et trois autres hommes, laissant Vincent et deux gardes pour protéger Cindy. Mais Antonio Greco était plus malin qu'il ne le pensait. L'attaque vint de l'intérieur. L'un des gardes, en qui Roméo avait eu confiance pendant des années, avait été acheté. Il désactiva le système de sécurité et laissa entrer les hommes d'Antonio. Cindy entendit le tumulte et s'enferma dans la chambre. Son téléphone était déchargé. Le téléphone fixe coupé. Elle était seule. Une contraction la frappa, vive, soudaine, terrifiante. « Non, » murmura-t-elle. « Pas maintenant, s'il te plaît, pas maintenant. » La porte de la chambre s'ouvrit avec fracas. Antonio Greco se tenait là, arme à la main, souriant. « Madame Moretti, quel plaisir de vous rencontrer enfin convenablement. » Une autre contraction, plus forte. Antonio remarqua. « Oh, c'est l'heure, quelle perfection. Roméo pourra choisir. Venir vous sauver et tomber dans mon piège, ou rester loin et vous entendre mourir en couche. » Il passa l'appel, installant un flux vidéo pour que Roméo puisse regarder. Roméo était en voiture lorsque la vidéo se connecta. Il vit Cindy, sa douleur, et le pistolet d'Antonio. « Vous avez 20 minutes pour arriver, » dit Antonio.
Non armé, seul, ou je la descends et vous la regarde saigner. J'arrive, répondit Roméo immédiatement. Ne la touchez pas. Roméo, non! Hurla Cindy, prise d'une nouvelle contraction. C'est un piège, il va te tuer. Peu importe, la voix de Roméo se brisa. J'arrive, Cindy, tiens bon. Marco lui saisit le bras. Tu ne peux pas, c'est un suicide. Alors je meurs. Les yeux de Roméo étaient fous. Je meurs, mais elle vit. Le bébé vit. C'est tout ce qui importe. Il conduisit comme un possédé, violant toutes les règles de la route, le cœur battant à tout rompre. À son arrivée à l'entrepôt abandonné, les hommes d'Antonio l'attendaient. Ils lui prirent ses armes, le frappèrent jusqu'à ce qu'il puisse à peine tenir debout, puis le traînèrent à l'intérieur. Cindy était là, ligotée à une chaise, pleurant et en plein travail. « Roméo !» sanglota-t-elle. « Je suis là, bébé. » Il tenta de la rejoindre, mais ils le retinrent. Antonio sourit. « Comme c'est touchant. Maintenant, Roméo, vous allez me regarder tuer la femme que vous aimez. Ensuite, je prendrai le bébé, s'il survit, et l'élèverai comme le mien, lui apprenant à haïr le nom des Moretti. Poétique, vous ne trouvez pas ?» Il leva son arme vers Cindy. Roméo hurla, luttant contre ses ravisseurs avec une force surhumaine. Puis, les fenêtres explosèrent. Marco, Vincent et 20 hommes firent irruption. Ils avaient suivi Roméo, ignorant ses ordres. Le feu éclata. Les hommes d'Antonio tombèrent. Dans le chaos, Roméo se libéra et plaqua Antonio. Ils se battirent brutalement. Antonio était plus jeune, plus frais. Roméo était battu, épuisé. Mais Roméo possédait quelque chose qu'Antonio n'avait pas. Tout à perdre. Les mains de Roméo trouvèrent la gorge d'Antonio. Il serra. Il ne lâcha pas. Même quand Antonio le griffa, même quand son visage devint violet. « Vous avez menacé ma famille, » grogna Roméo. « Vous mourrez. » Antonio devint mou. Roméo le relâcha et tituba vers Cindy, coupant ses liens d'une main tremblante. « Hôpital !» haletait-elle. « Le bébé arrive. » Ils y arrivèrent de justesse. Cindy fut emmenée en salle d'accouchement. Le bébé arrivait tôt, vite, dangereusement. Roméo lui tint la main tout du long, lui murmurant des encouragements, des prières, des promesses. « Je suis désolé, » répétait-il. « Je suis tellement désolé pour tout cela. »« Tais-toi et dis-moi que je peux y arriver, » haleta Cindy. « Tu peux le faire. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Tu m'as survécu. Tu peux survivre à n'importe quoi. » Elle rit à travers ses larmes. Sacrément vrai. À 3h47 du matin, leur fille naquit, petite mais en bonne santé, parfaite, hurlant avec la fureur de quelqu'un qui avait lutté pour venir au monde. L'infirmière la plaça dans les bras de Cindy. Roméo les regarda tous les deux comme s'ils n'avaient jamais rien vu d'aussi beau. « Comment l'appellerez-vous » murmura Cindy. Roméo toucha la petite main de sa fille. Elle serra son doigt avec une force surprenante. « Sophia, dit-il, cela signifie sagesse. Après tout ce que nous avons traversé, peut-être que la sagesse est ce dont nous avons le plus besoin. »« Sophia Moretti » testa Cindy. « Parfait. » Roméo les embrassa tous les deux, son monde entier dans ses bras. « Je te le promets, » dit-il à sa fille. « Tu ne connaîtras jamais la violence que j'ai connue. Tu grandiras en sécurité, aimé, libre. Quoi qu'il m'en coûte, je te donnerai cela. » Sophia bâilla, absolument indifférente aux déclarations dramatiques de son père. Et pour la première fois depuis sa propre enfance, Roméo Moretti pleura, non de douleur ou de rage, mais de joie. Le mariage eut lieu six mois après la naissance de Sophia, sur une plage privée des Bahamas. Petit, intime, juste la famille et les quelques amis qui avaient survécu à la transformation de Roméo, de chef de la mafia à homme d'affaires. Cindy portait une simple robe blanche. Sophia dormait dans les bras de Maria à proximité. Roméo regarda sa mariée comme si elle créait la lune. « Moi, Roméo Moretti, je te prends, Cindy Matthews, pour épouse, » dit-il, la voix empreinte d'émotion. « Je promets de t'aimer dans la lumière et dans l'obscurité, de te choisir chaque jour, de construire une vie digne de toi et de notre fille. » Les vœux de Cindy furent plus simples. « Je te choisis, tout de toi, le monstre et l'homme, aujourd'hui et pour toujours. » Ils s'embrassèrent en tant qu'époux et épouses tandis que Sophia se réveillait et criait, chronométrant parfaitement son objection à être laissée de côté. La réception se déroula sur la plage. Musique, rire et le genre de joie que Roméo avait oublié exister. Marco porta un toast à Roméo, et ce qui nous a appris que les hommes les plus forts n'ont pas peur de changer, et à Cindy, qui a eu le courage d'aimer un homme que tous les autres craignaient. Plus tard, Roméo et Cindy marchèrent sur la plage.
Sophia entre eux dans un porte-bébé. « Tu es heureux » demanda Cindy. « Terrifié » admit Roméo. « J'attends toujours que quelque chose tourne mal, qu'on m'attaque, que le passé revienne. Mais oui, je suis heureux. Plus heureux que je n'aurais jamais cru possible. » Il s'arrêta et la serra contre lui. « Tu m'as sauvé, Cindy. Tu le sais, nous nous sommes sauvés mutuellement. » Ils restèrent là, l'océan murmurant contre le rivage, leur fille dormant paisiblement, l'avenir incertain, mais le leur. De retour à Chicago, l'empire légitime des Moretti grandit. Roméo ouvrit une fondation pour les jeunes à risque, offrant aux enfants des quartiers violents une autre voie. Il consulta la police sur la prévention des gangs. L'ironie ne lui échappa pas, lui, ancien chef de la mafia, combattant le crime. Isabella apparut une dernière fois à l'inauguration de la fondation. « Je t'ai sous-estimé, » dit-elle à Roméo silencieusement. « Tu l'as vraiment fait. Tu es parti. Tu as construit quelque chose de réel. J'ai eu de l'aide. » Il regarda Cindy de l'autre côté de la pièce, tenant Sophia. « Elle est assez bonne pour toi, je peux l'admettre maintenant. » Isabella sourit tristement. « J'espère que tu es heureux, Roméo, vraiment. Bien, alors peut-être que tout ce sang a finalement eu un sens. » Elle partit, et Roméo ne la revit jamais. 5 ans plus tard, Sophia commença la maternelle. Roméo l'accompagna à sa classe. Cet homme dangereux, mis à genoux par les larmes de sa fille de 5 ans en le quittant. « Papa, ne pars pas, » murmura-t-elle. « Je serai là quand tu sortiras, principessa, je te le promets. » En regardant par la fenêtre de la classe, Cindy sourit à son mari, des cheveux grisonnants aux tempes maintenant, des rides souriantes autour des yeux, son arme rangée depuis longtemps. « Il va pleurer quand elle aura son diplôme, » prédit Maria, debout à côté d'elle. « Il va pleurer quand elle entrera en première année, » corrigea Cindy. Ce soir-là, après que Sophia se fut endormie, Roméo et Cindy étaient assis sur leur balcon, surplombant la ville. « Est-ce que ça te manque » demanda Cindy. « Le pouvoir, le danger ?» Roméo réfléchit. « Parfois, le sentiment de certitude me manque, savoir exactement qui j'étais, de quoi j'étais capable. » Il prit sa main. « Mais ensuite je te regarde, toi, Sophia, la vie que nous avons construite, et je réalise que je n'ai jamais été plus puissant que maintenant. » « Comment ça ? » « Parce que maintenant, j'ai quelque chose qui mérite d'être protégé, quelque chose qui fait de moi plus qu'un simple monstre. » Il l'embrassa doucement. « Tu m'as donné ça, une raison d'être meilleur. »« Nous nous sommes donné ça, » corrigea Cindy. « Je me noyais avant toi, perdu. Tu m'as aussi donné un but. » Ils restèrent dans un silence confortable. La ville qu'ils avaient autrefois crainte n'était plus qu'un foyer. Sophia grandirait sans jamais connaître le passé violent de son père. Elle irait dans de bonnes écoles, aurait des problèmes normaux, ferait ses propres choix, et Roméo veillerait sur elle. Cet ancien roi de la pègre de Chicago, maintenant juste un papa qui ne pouvait pas dire non à une glace avant le dîner. « Je t'aime, » dit Cindy dans le silence. « Je t'aime encore plus, » répondit Roméo. « Impossible. Tu veux parier ?» Elle rit. « Quels sont les enjeux ? Le gagnant choisira l'histoire du soir de Sophia demain soir. » Marché conclu, et je gagne définitivement. Ils rentrèrent, vérifiant leur fille une dernière fois. Ses cheveux sombres éparpillés sur l'oreiller, le menton déterminé de son père, le sourire de sa mère. Le monstre avait trouvé son humanité. Elle, la serveuse, avait déniché son roi. Ensemble, ils avaient édifié quelque chose que ni la brutalité ni la misère ne pouvaient consumer. Une famille, un foyer, un amour valant chaque renoncement. 10 ans après ce jour mémorable où elle avait aperçu son reflet dans la vitre d'une voiture, les épinards entre les dents, Cindy se tenait dans la cuisine de leur résidence de banlieue. Elle y préparait le petit déjeuner pour leurs deux enfants, Sophia, âgée de 11 ans, et Marco Junior, un petit garçon de 7 ans, en hommage au cousin de Roméo, qui était devenu un membre à part entière de la famille. Roméo fit son apparition, impeccablement vêtu pour une nouvelle journée chez Moretti Enterprises. Désormais, c'était un empire légitime de la restauration et de l'immobilier, générant plusieurs millions de dollars. « Bonjour, Madame Moretti, » dit-il en lui embrassant le cou. « Bonjour, Monsieur Domestique, » rétorqua-t-elle avec malice. « Papa !» cria Marco Junior en déboulant. « On peut aller au parc aujourd'hui ?»« Après le match de foot de ta sœur, » répondit Roméo. « Oui !» Sophia, déjà en uniforme, arriva à son tour. « Maman, tu as vu mes crampons? Là où tu les as laissés, près de la porte. » Le chaos matinal d'une famille ordinaire.
Roméo croisa le regard de Cindy à travers la cuisine et sourit. Ceci était leur monde. Au match de Sofia, Roméo était assis dans les tribunes avec les autres parents, s'exclamant un peu trop fort, s'investissant un peu trop dans un match de football d'enfants de 11 ans. « Moretti, vous allez y laisser votre cœur », plaisanta un autre père. « C'est ma fille sur le terrain. J'ai le droit d'être passionné. » Cindy, assise à ses côtés, rit. « Das, tu as menacé un arbitre à son dernier match. Il a pris une mauvaise décision. Elle a 11 ans. Peu importe. Ça importe toujours. » Mais Roméo sourit en la serrant contre lui. « D'accord, je vais essayer d'être moins moi. Ne sois jamais moins toi. Essaie juste de passer de chef de clan à père soucieux. » « Je n'ai jamais été chef de clan, » dit Roméo d'une voix forte, à l'intention des parents proches, puis, plus doucement, officiellement. Après le match, l'équipe de Sofia l'emporta. Roméo était insupportable de joie. Ils se rendirent au parc. Marco Junior jouait, tandis que Sofia lisait sous un arbre, montrant déjà plus de penchant pour l'intellect que pour le sport. « Elle est comme toi, » dit Roméo à Cindy. « Intelligente, elle voit à travers les choses. »« Et Marco est comme toi, » répondit Cindy. Tout en cœur et en intensité, que Dieu nous vienne en aide. Un homme âgé les aborda alors qu'ils étaient assis sur un banc. Roméo ne le reconnut pas immédiatement, puis il se souvint. C'était Vincent, désormais à la retraite, habitant en Floride. « Roméo Moretti, je n'aurais jamais cru te voir dans un parc de banlieue. » Roméo se leva et l'étreignit. « Vincent, qu'est-ce qui t'amène à Chicago? »« Je rends visite à ma famille. J'ai entendu dire que tu te portais bien. Je voulais le constater par moi-même. » Vincent jeta un œil à Cindy et aux enfants. « Tu l'as fait. Tu t'en es vraiment sorti. »« Oui. » Des regrets? Roméo regarda sa famille. Cindy riait à ce que disait Marco. Sofia montrait son livre à son frère. Le soleil se couchait sur une banlieue ordinaire de Chicago. « Pas un seul, » affirma Roméo. « Pas un seul. » Vincent acquiesça. « Bien, ton père serait probablement déconcerté, mais je crois qu'il finirait par être fier. » Une fois Vincent parti, Cindy demanda. Tu penses à eux, à ton ancienne vie, parfois, habituellement quand je signe des contrats ou que je suis coincé dans les embouteillages. Des moments où l'ancien moi aurait réglé les problèmes par la violence au lieu de faire appel à des avocats. Tu regrettes le pouvoir parfois, la simplicité de la peur et du respect. Peut-être il la serra contre lui. Mais alors, je me souviens de ce que cela m'a coûté, les cauchemars, la paranoïa, ne faire confiance à personne. Et j'ai réalisé que j'avais échangé un empire de peur contre un royaume d'amour, la meilleure affaire que j'ai jamais faite. Même si j'ai utilisé ta voiture comme miroir, rit Roméo. Surtout pour ça, tu étais si authentique, si peu impressionné par moi alors que j'étais désespéré et fauché. Tu étais parfaite. Il l'embrassa. Tu l'es toujours. Cette nuit-là, après que les enfants eurent dormi, Roméo trouva Cindy dans leur bureau à domicile, occupée par la collecte de fonds de leur fondation. « Viens te coucher, » dit-il. « Dans une minute, il faut que je termine, Cindy. » Il fit pivoter sa chaise. « Ça peut attendre. » Elle vit quelque chose dans ses yeux. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, tout va bien, c'est ça qui est étrange. Il la tira vers lui, la serra. « Je suis heureux, genuinement, complètement heureux, et ça me terrifie. » Pourquoi? Parce que je ne le mérite pas. Toutes les choses que j'ai faites, les gens que j'ai blessés. Arrête. Cindy lui prit le visage entre ses mains. Tu as payé pour ton passé, tu as changé, tu as construit quelque chose de bien, tu as le droit d'être heureux. Tu es heureuse? Follement, éreintamment, complètement. Elle l'embrassa. Tu m'as donné tout ce dont je ne savais pas que j'avais besoin. Un foyer, une famille, un amour qui donne un sens à tout ce chaos. Je t'aime, murmura Roméo, plus que tout ce que j'ai jamais aimé. Je sais, je t'aime aussi, mon beau monstre. Il sourit à cet ancien surnom. Je ne suis plus un monstre. Non, tu es juste à moi. Les années passèrent. Sofia fut admise à Harvard. Marco Junior devint cuisinier, comme son homonyme. Cindy et Roméo vieillirent ensemble, leur amour s'approfondissant à chaque jour ordinaire. Pour leur 20e anniversaire, Roméo emmena Cindy à l'angle de la rue où tout avait commencé, là où elle avait utilisé sa voiture comme miroir. « Tu te souviens de ça ?» demanda-t-il. « Comment pourrais-je oublier le moment le plus embarrassant de ma vie, le meilleur moment de la mienne ?» Roméo sortit une petite boîte contenant une nouvelle bague, une version améliorée de celle qu'il lui avait offerte au bord du lac. « Roméo, tu n'aurais pas dû. Je voulais marquer 20 ans de choix, d'être choisi par toi. » Il lui passa la bague au doigt. 20 de plus.
20 000, 20 000 de plus, promit Cindy. Ils restèrent là, deux personnes dont l'histoire d'amour n'aurait jamais dû fonctionner. Un amour défiant toute logique, mais ayant bâti une vie prouvant que la rédemption était réelle. « Tu te demandes parfois, demanda Cindy, ce qui se serait passé si j'avais utilisé la vitre d'une autre voiture ce jour-là » Roméo réfléchit. « Alors, un autre sacré vénard t'aurait eu, et je serais toujours un monstre, froid, seul, probablement mort à l'heure qu'il est. Donc, je t'ai sauvé. Tu m'as absolument sauvé. » Il lui embrassa le front. « Tu as pris un homme brisé et violent, et tu lui as appris à redevenir humain, à aimer, à vivre pour autre chose que la peur et le pouvoir. Et toi, dit Cindy, tu as pris une femme fauchée et désespérée, et tu lui as montré qu'elle méritait qu'on se batte pour elle, qu'on la protège, qu'on l'aime. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre, dit Roméo. C'est exact. » Ils retournèrent à leur voiture, une berline modeste à présent. Pas de vitres blindées, pas d'armes cachées, juste une voiture ordinaire pour une famille ordinaire. « Hé, Roméo, dit Cindy alors qu'ils rentraient en chez eux. « Oui ?»« Oh, merci de ne pas m'avoir tiré dessus quand j'ai utilisé ta voiture comme miroir. » Il rit. « Merci d'avoir eu des épinards entre les dents. Ça t'a rendue humaine. Ça m'a rendu curieux. Nous sommes ridicules. Nous sommes parfaits. » Et il l'était. Une serveuse et un chef de clan. Une femme désespérée et un homme dangereux. Deux morceaux brisés qui n'auraient pas dû s'assembler, mais l'ont fait, créant quelque chose que ni la violence ni la pauvreté ne pouvaient anéantir. Une histoire d'amour qui a commencé par la vitre d'une voiture et des épinards, et qui s'est terminée par tout ce dont ils avaient toujours eu besoin, l'un de l'autre. Votre soutien nous est précieux. Il représente un élément clé qui nous permet de vous proposer un plus grand nombre de récits de cette nature,